the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie you down. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, avec ce soir Sébastien qui nous a rejoint, Thomas dû s'absenter, comme vous le savez, il y a des contrats qui disparaissent avec les contrats aidés et Thomas ne peut plus être avec nous, donc c'est Sébastien Prossard qui est là ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fred, je me sens aussi fébrile que Bielsa avant d'entamer une conférence de presse. Là il est plus fébrile, Bielsa, il est liquide là, il est liquide pour le moment. Avant d'être liquidé peut-être. Peut-être, avant d'être liquidé. Bien joué. Ce soir au programme, on va faire un petit tour de Ligue des Champions, l'Europa League, on vous donnera le programme. On reviendra aussi sur la 11e journée de Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé sur les différentes pelouses. On reviendra également sur la Ligue 2 avec la 3e victoire du Football Club Sochaux Montbéliard. Ça n'était plus arrivé depuis un petit moment, depuis même quelques années. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à retrouver depuis quand c'était pas arrivé. Ça doit remonter quand même assez loin. Et puis on recevra un invité ce soir, ce sera Faneva Andriatsima, le buteur et passeur décisif contre Niort, qui sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. On aura aussi Alexis De Freitas qui nous parlera du match qu'il y a eu, car il n'y aura qu'un match ce soir, le match de l'équipe réserve face à Dijon. Il nous en dira plus sur cette rencontre. On vous donnera les résultats du National, on parlera du National 3 avec toutes les équipes franc-comtoises qui étaient engagées mon écran se coupe, qui étaient engagées ce week-end. On en reparlera avec Frédéric Fitch qui nous fera son petit topo. On parlera handball car il n'y a eu que du handball féminin avec l'USBF qui s'est incliné pour la deuxième fois face à Fleury. C'était ce samedi soir, pardon. On y était, vous entendrez la réaction de Raphaël Tervel. Je pense qu'on peut déjà commencer par la Ligue des Champions et l'Europa League avec, bien sûr, le générique qui va bien. Ah, cette musique, c'est efficace. Hein. Elle est belle, cette musique. Oui. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Bon, moi j'ai eu plaisir à l'entendre dans les stades, notamment au Paris Saint-Germain quand j'étais du côté de la région parisienne. Et c'est vrai que ça met quand même ça met des frissons, il faut le reconnaître. Quelle époque? L'époque Luis Fernandez? Non, l'époque c'était le match, j'avais été voir quoi, Galatasaray, PSG Galatasaray, j'avais été en voir un second et qui va me revenir, je l'ai plus en tête, mais ça va me revenir. D'ailleurs, ça s'était mal terminé contre Galatasaray, ça s'était frictionné très sévèrement dans le stade, donc j'en garde pas forcément un bon souvenir sur le terrain, mais pas un bon souvenir en dehors, dans les tribunes en tous les cas. C'est la première fois que j'ai eu peur dans un stade, donc c'est pour vous dire. Allez, on va vous donner justement ce qui va se passer pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Dans le groupe A, on a le FC Bâle qui rencontrera le CSKA Moscou. Ce sera ce mardi 31 octobre à 20h45. Et on aura également dans le même temps, à la même heure, Manchester United qui rencontrera Benfica Lisbonne. Petit pronostic ? Manchester, ils sont plutôt en forme en ce moment, même s'ils produisent pas un jeu fabuleux, c'est le moins qu'on puisse dire. On a encore vu un match. Ils sont en tête du groupe. Un match ennuyeux encore en championnat. Peut-être qu'ils feront mieux contre Benfica. Benfica, c'est une équipe plus joueuse, donc peut-être que Mourinho va encore mettre le bus. En tout cas, Benfica n'a plus le choix. Benfica a 0 points pour le moment et doit absolument récupérer des points, mais ça va pas être simple du côté de Manchester. Ouais, ils ont perdu des joueurs aussi. C'est vrai. Dans le groupe B, c'est le groupe du Paris Saint-Germain qui va recevoir Anderlecht. Bon, je pense que ça devrait bien se passer pour Paris. Je pense pas qu'ils vont trembler devant cette équipe belge. Et dans le même temps, il y aura Celtic Glasgow face au Bayern Munich. Donc le Paris Saint-Germain est en tête avec 9 points. Le Bayern est deuxième avec 6 points. Et Glasgow, troisième avec 3 points. Donc là aussi, des choses qui sont indécises. Pour l'occasion, moi j'ai sorti le maillot de la Ligue des Champions du PSG. Ça doit être 2001, 2002 ou quelque chose comme ça. Ou même peut-être à peine avant. Là, c'était Luis Fernandez et puis c'était l'équipe avec Anelka ou Kochat. Ça, c'est loin tout ça. Ouais, c'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. C'est vrai que c'est plus la même époque et peut-être que la mentalité a aussi clairement évolué, peut-être pas forcément toujours dans le bon sens. Allez, dans le groupe C, on aura l'Atlético Madrid qui va rencontrer l'équipe de Karabag. Et on a dans le même temps l'AS Rome qui rencontrera Chelsea.
Là aussi, c'est pareil. Chelsea est premier avec 7 points. Deuxième, l'AS Rome avec 5 points. Peut-être qu'un jour on fera une spéciale Karabag, mais on va bien la bosser avant quand même. Tenir une heure et demie sur cette équipe, ça risque d'être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Si, 1h30 rien que pour prononcer les noms. ça va pas être simple. Allez, dans le groupe D, on aura le Sporting Lisbonne qui va rencontrer la Juventus et on aura l'Olympiakos qui rencontrera le FC Barcelone. Bon, ça devrait bien se passer logiquement pour les deux. Oui, pour l'équipe du Barça et pour la Juve. Avec le Sporting Lisbonne où joue un certain Jérémy Mathieu en défense centrale. On verra en tout cas. Sporting n'a déjà plus trop le choix non plus. Il doit s'imposer à la maison. Surtout que la Juve avait un gros test ce week-end qu'ils ont bien passé face à l'AC Milan. C'est vrai. Ils ont gagné 2-0, donc c'est plutôt bon signe quand même. Ils arrivent en confiance en tous les cas. Allez, dans le groupe E, ce mercredi 1er novembre, à 20h45, le FC Séville rencontrera le Spartak Moscou et Liverpool rencontrera Maribor. Bon, là pareil, je pense que Liverpool devrait s'imposer. Et le FC Séville face au Spartak, ça va être un match. Spartak est deuxième avec 5 points et le FC Séville de Sébastien Corchia est troisième avec 4 points. Là, c'est indécis. S'il y a bien une équipe qui est surprenante en Europe, c'est Liverpool qui peut perdre comme gagner à tout moment. Donc prudence quand même s'ils ont gagné 3-0 en championnat ce week-end. C'est vrai. Allez, dans le groupe F, on aura Naples qui recevra le Manchester City de Pep Guardiola. Avec toujours le superbe jeu, parce qu'il faut quand même le souligner. Il invente des systèmes, c'est pas non plus qu'il reprend ailleurs. Lui, il invente. Et d'ailleurs, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, c'est Daniel Riolo, justement, de RMC, qui était avec Bruno Genesio et qui lui disait justement, est-ce que vous pouvez pas peut-être prendre un petit peu de ce que fait Pep Guardiola. C'était assez sympathique. Damien Comolli, hier sur SFR Sport, disait que s'ils finissent la saison invaincue en championnat, ça sera sans doute la plus belle équipe de l'histoire de la Première Ligue, en termes de jeu en tout cas. C'est vrai. Allez, le Shakhtar Donetsk lui rencontrera le Feyenoord Rotterdam. Dans le groupe G, c'est le groupe de Monaco qui n'a plus le choix du tout, qui doit aller s'imposer à Besiktas, sinon bye bye la Ligue des Champions. Et le FC Porto dans le même temps qui lui recevra le RB Leipzig d'un certain Ibrahima Konaté qui était il y a peu et qui est rentré en jeu face au Bayern Munich, d'ailleurs l'ex-joueur socialien qui est parti, rappelons-le, libre. C'est même l'Europa League qu'il faut viser pour l'AS Monaco. Oui, il faut prendre la 3e place. Là. Ça serait déjà une belle chose. Ça serait déjà pas mal. Et dans le dernier groupe, le groupe H, le Borussia Dortmund, lui, recevra la Puel Nicosie et Tottenham rencontrera le Real Madrid. Le Real Madrid qui a perdu en championnat face à Girone. Alors, vous savez bien ce qui se passe en Espagne pour le moment entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. Et en tout cas, il y avait un beau reportage hier d'ailleurs sur cette rencontre parce que les supporters ont laissé de côté la politique et se sont concentrés sur le football. Mais le Real est déjà à 8 points de Barcelone. Bon, la Liga est quasiment terminée cette saison, ça va être très compliqué. Ouais, ils sont même 3e, parce qu'il y a Valence qui est devant avec 3 points d'avance, je crois. Oui, c'est ça. 3 ou 4 points même. Donc ça va être compliqué. Allez, on passe à l'Europa League pour nos clubs français, avec ce jeudi 2 novembre, la 4e journée également. À 19h, Lyon rencontrera Everton. Et dans ce groupe, l'Apollon Limassol lui rencontrera l'Atalanta Bergame. On espère que les Lyonnais vont faire un aussi bon match qu'à l'aller du côté d'Everton, car ils avaient fait vraiment un excellent match. Everton en difficulté malgré un très gros recrutement, notamment Wayne Rooney pour le plus clinquant. Mais c'est pas une énorme saison pour l'instant pour Everton, c'est un peu décevant. Et puis les Lyonnais, ils sont quand même pas si mal que ça. Et puis Nabil Fekir, il est de retour. Oui, il revient. Avec poursuite des groupes, avec l'Olympique de Marseille qui lui se déplacera chez les Portugais du Vitória Guimarães, avec une victoire, un gros match aller, 2-1 pour cette équipe marseillaise. Et dans le deuxième temps, les Red Bull Salzbourg affronteront le Konyaspor, une équipe de Turquie. Et le dernier groupe, en ce qui concerne le dernier club français, c'est l'OGC Nice qui se déplacera du côté de la Lazio de Rome. Elle essaiera en tout cas de faire plus belle figure qu'au match aller, en tous les cas du côté de l'Alliance Riviera. Et le Vitesse Arnhem lui rencontrera Zulte Waregem. On espère que les clubs français feront honneur et engrangeront des points importants, notamment pour Nice. Qui a besoin aussi de points, mais qui est quand même pas trop mal parti. Mais c'est pas facile quand même à la Lazio. Ils ont des tirages pas faciles quand même entre Everton et la Lazio. En fait, c'est jamais simple de jouer contre un club italien parce que tu as l'impression qu'ils jouent pas très vite, ouais. mais dès qu'ils ont une occasion, elle est au fond. Ouais. Sauf Naples. Oui, sauf Naples.
Naples, c'est autre chose. Là, Nice, on a fait les frais. Ils ont compris. En plus, Ils ont vu ce que c'était, une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Et une équipe qui n'est pas forcément taillée pour la Ligue des Champions, comme Nice, qui a beaucoup de mal, bien sûr, quand on perd ses meilleurs joueurs. C'est toujours plus compliqué la saison d'après. On a terminé avec tout ce qui concerne la Coupe d'Europe. On va passer cette fois-ci à un autre championnat, au championnat de la Ligue 1. Eh bien oui, c'était la 11e journée ce week-end avec tous les matchs. Et le premier match, c'était ce vendredi 27 octobre avec ton équipe, forcément, le Paris Saint-Germain qui recevait, justement, on en parlait à l'instant, l'OGC Nice. Et ça s'est plutôt bien passé pour les Parisiens qui marquent dès la 3e minute de jeu par Edinson Cavani, qui va s'offrir un doublé à la 31e, avant que Dante à la 52e marque contre son camp. Et c'est Paris qui s'impose 3-0. Après le match au Vélodrome la semaine dernière, où les Parisiens ont eu très peur, ils avaient fait match nul 2 buts partout. Ils se sont quand même rassurés face à Nice. Le point commun entre les deux matchs, c'est Cavani quand même. Oui, Cavani, il va dépasser Ibrahimovic au nombre de 2 buts. Ouais. Et c'est un homme très important, en tout cas dans le système parisien. On va écouter. Surtout que pendant 2-3 saisons, il aurait pu marquer davantage s'il avait été mis dans l'axe. Mais bon, Ibrahimovic faisait quand même bien le boulot aussi. Oui, puis Ibrahimovic, il a encore dit des choses là. Bon, il a dit mon projet continue, mon projet continue, alors qu'il n'est plus au Paris Saint-Germain. il est quand même énorme, quoi. Il a un ego, ça rentrerait même pas dans une porte de ferme là. Tellement c'est énorme. Alors, on va écouter la réaction du milieu de terrain Adrien Rabiot, qui lui dit tout simplement on avait à cœur de réagir après Marseille. Et Lucien Favre, il dit tout simplement Paris a été meilleur, mais je regrette les buts qu'on a pris. Était plus sérieux, plus impliqué, pas derrière, au milieu, défensivement, offensivement, on a été plus appliqué qu'à Marseille. Et, on était aussi chez nous, on voulait vraiment bien rebondir après le match à Marseille, et donc on a fait une bonne prestation, je pense. On a peut-être été un peu meilleur, il y avait moins de déchets, c'était plus homogène peut-être. Donc faut continuer comme ça, mais on sait qu'on est meilleur chez nous et que c'est plus facile de jouer. À l'extérieur, on a eu quelques difficultés cette saison, mais dans l'ensemble, c'est bien. Ça peut l'être, vraisemblablement. Parce que, bien sûr, après, il y a une question de confiance, mais ce serait trop facile de dire que c'est qu'une question de confiance. On prend un but trop vite. Vous êtes mené au Paris Saint-Germain, c'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver. Mais enfin, après, on n'a pas fait une performance extraordinaire non plus. Ça, on l'a bien vu. Et puis, Paris, il était meilleur. Il jouait plus vite. Il y avait plus de mouvement et puis il pouvait marquer en faisant le jeu, il pouvait marquer en contre, etc. Je regrette quand même les 2 buts parce que sur une balle arrêtée, depuis le banc on voit pas très bien quand même, mais c'est comme sur une balle arrêtée où il me semble qu'on est un petit peu surpris. Et puis le deuxième aussi, c'est un petit peu limite prendre ce but, quoi. Voilà. Oui, c'est un petit peu limite de prendre ce but, et c'est vrai que quand on est mené au Paris Saint-Germain, c'est jamais une bonne chose. Il a raison, Lucien Favre, en tous les cas. Ils marquent drôlement tôt cette année, les Parisiens. C'est vraiment la grosse différence peut-être avec l'an dernier et même les années Laurent Blanc, c'est qu'ils ont tendance à presque tuer le match, parce que malheureusement ils marquent tôt, mais ils tuent pas les matchs encore. Donc il reste encore une petite étape, tuer le match, mais le démarrage est déjà là. Oui, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'ils marquent de bonne heure les Parisiens. C'est toujours mieux de marquer très tôt pour se mettre en bonne position dans la rencontre qu'on dispute. Allez, on passe cette fois-ci à Bordeaux. Monaco qui se déplaçait chez les Girondins. Et ça s'est bien passé pour cette équipe monégasque qui vont marquer par Keita à la 57e minute de jeu et Selemar à la 65e, qui double la mise pour cette équipe monégasque. Et ça faisait longtemps que Monaco, ça fait quand même plusieurs saisons, ça fait 3 saisons de suite. Monaco a gagné 2 fois l'année dernière, a gagné 1 fois là. Et c'est ce que dit justement Jardim. Mais avant, on a Jocelyn Gourvenec qui lui revient sur cette rencontre et il dit pas de réussite en ce moment, il faut faire le dos rond. Et Leonardo Jardim qui lui, il a regardé les stats. Et vous allez bien l'écouter. Et il se projette déjà sur Besiktas, même s'il a beaucoup de respect pour cette équipe bordelaise. Ça ne sera pas le même adversaire. Il y a le résultat qui est négatif. On est battu chez nous, ça faisait longtemps. Vous n'étiez plus arrivé. Après, il y a le contenu. On a retrouvé une équipe, on a retrouvé un collectif. On a fait beaucoup d'efforts, on a retrouvé de l'intensité. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps pleine. Et après, la différence entre les deux équipes s'est faite sur
sur les quelques coups pour être décisifs. Eux l'ont été. On a 2 oublis sur les 2 buts en 8 minutes et on les paye cher parce que sur les moindres petites hésitations ou petits retards sur le porteur, on a été sanctionné. À 2-0, on n'a pas lâché, ça a été difficile encore, mais on n'a pas lâché. On a manifestement en ce moment moins de réussite. Il y a aussi des imprécisions dans la finition, mais il y a aussi moins de réussite. Les ballons qui rentraient il n'y a pas très longtemps, ils ne rentrent plus. Et dans ces moments où c'est plus difficile parce que ça doute un peu, il faut faire le dos rond, faire preuve d'abnégation pour inverser la tendance. Je crois que l'équipe fait un match juste, gagne bien le match. Plus forte que Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux toujours c'est un adversaire difficile pour Monaco. J'ai regardé les statistiques. 60 années que Monaco n'a pas gagné 3 matchs de filet à Bordeaux. Ça s'est passé avec les 2 victoires de l'année dernière. Pour ça, c'est toujours difficile de jouer ici. Je me rappelle les premières 2 années que j'ai venu jouer à Bordeaux, l'ancien stade, toujours bonne ambiance, Bordeaux toujours une équipe compétitive. Pour ça, je crois que c'est une bonne victoire. Bien sûr que gagner, c'est le plus important et gagner là-bas, c'est très important. Je crois que chaque match, c'est une histoire. Aujourd'hui, contre un adversaire qui n'est pas Besiktas, là-bas, nous avons besoin de faire peut-être plus qu'aujourd'hui si nous voulons gagner le match. Si nous veut gagner le match, oui, ils ont gagné le match, les Monégasques. Et c'est bien, en tout cas, avant d'aller affronter Besiktas, d'engranger un petit peu de confiance, car ça va pas être simple en Turquie. Mais bonne ambiance et équipe compétitive, il s'est trompé, il voulait dire Porto plutôt que Bordeaux. Oui, il s'est trompé. Il s'est trompé d'équipe, je pense. Allez, on va passer cette fois-ci à Strasbourg-Angers. Les Strasbourgeois, on fait un gros match quand même sur cette rencontre, il faut quand même le souligner, mais ça finit par un match nul, 2 buts partout, et c'est pourtant la 28e minute de jeu qui inscrit le premier but de cette équipe strasbourgeoise sur penalty. Ensuite, on a Karl Toko et Kambi qui marquent un très beau but. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est assez sympa. À la 68e minute de jeu, et c'est ensuite Gilles Sounou à la 75e qui va donner l'avantage à Angers, avant que Terrier à la 77e n'égalise pour cette équipe de Strasbourg. Alors vous allez écouter un Thierry Lauré très 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 énervé, surtout après, je pense, un journaliste, après je ne sais pas si c'était Canal+, beIN Sport ou RMC ou un autre, mais en tout cas la question ne lui a pas plu du tout. Et vous allez écouter Stéphane Moulin qui dit tout simplement, il faut reconnaître que les Strasbourgeois ont été excellents, et vous allez voir, il s'est passé quelque chose durant le voyage des Angevins, mais un Thierry Lauré très 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 agacé. C'est surtout Angers qui a réussi en seconde période à monter un autre visage. Vous êtes sérieux là ? Vous n'êtes pas d'accord ? Franchement, Angers n'a pas élevé son niveau de jeu en seconde période ? Ils sont élevés, ils ont eu 3 occasions. Et on en a eu encore plus qu'en deuxième mi-temps. Ils en ont eu 0 en première période. Et alors parce que c'est Angers, ils n'ont pas le droit de ne pas avoir... Peut-être qu'on a bien défendu, non ? Peut-être. Tout à fait. Mais j'ai commencé par dire, à Strasbourg, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Je veux bien défendre un peu mes couleurs, mais là, vous êtes plus honnête, vous êtes plus objectif. C'est pas possible. Quand je vois la première mi-temps, il doit y avoir 3-0 à la mi-temps. C'est fini, normalement. Et Angers doit être à 10 au bout de 9 minutes de jeu. Alors arrêtez un peu. Vous voulez qu'on soit satisfait de ce que vous me dites ? Vous plaisantez, j'espère. Il doit y en avoir 5 à la fin du match. Il y a de la frustration, évidemment. Mais c'est ça qui est tout à fait étonnant. Parce que vous êtes énervé. Non, mais vous êtes énervé, mais vous êtes satisfait. C'était le meilleur match de Strasbourg ou vous êtes énervé ? Non, je suis pas énervé. Si. Non, je suis pas énervé, c'est vous qui m'avez énervé. C'est pas le match qui m'a énervé, c'est différent. Faut pas confondre la question d'un journaliste et le match que je viens de faire. Moi, je suis très très calme, ok ? Mais quand on me provoque, je peux répondre aussi. Voilà. Quand les joueurs angevins ne mettent pas le ballon en touche, alors qu'on a un blessé et que nous 2 minutes avant on l'a fait et qu'ils obtiennent un corner et qu'ils marquent sur ce corner, je peux être un peu énervé aussi là par contre. Vous voyez, il y a des choses qui dans notre milieu, je pensais qui étaient installées et apparemment non. Voilà. Donc vous voyez, encore quelque chose. Alors, je suis bien conscient que c'est la première fois depuis le début de saison qu'on fait un match nul où on part de là avec un point, je ne vais pas dire miraculeux parce qu'on marque 2 buts et en deuxième mi-temps c'était beaucoup plus équilibré, mais en tout cas le match aurait dû être plié à la mi-temps. Et il faut le reconnaître, hein, il faut avoir l'objectivité, la lucidité de reconnaître que les Strasbourgeois ont été excellents. Je ne veux pas donner d'excuses aux joueurs, mais on a eu un voyage catastrophique puisqu'on est arrivé depuis 9h15 le matin où on devait décoller. On est arrivé à 17h à Strasbourg. On a eu des gros problèmes, on n'a pas pu décoller. On a décollé à 15h30. Oui, il y a eu des gros problèmes du côté d'Angers. On a vu un Thierry Lauré être très agacé. C'est vrai qu'il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a un penalty qui aurait peut-être... un carton rouge, pardon, qui aurait peut-être pu être donné à cette équipe angevine.
Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, s'il y a 3-0, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Cette équipe strasbourgeoise a vraiment été excellente. Mais c'est comme ça, il faut marquer des buts pour forcément gagner les matchs. Et ce que n'a pas su faire cette équipe strasbourgeoise, c'est vrai que Thierry Laury était, était énervé. C'était assez sympa le petit échange avec le journaliste. C'est 2 points qui peuvent coûter cher au final. Hein. Oui, c'est ça en fait. Mais on va le voir tout à l'heure dans la rencontre Toulouse-ASSE. C'est un peu ce que dit Pascal Duprat. Allez, on passe à Montpellier. Montpellier qui avait fait des bons matchs contre Monaco, contre Paris, et puis qui là s'est fait surprendre à la maison par cette équipe de Rennes qui est capable de tout, de perdre, de gagner. C'est vraiment une équipe qui joue un peu au yo-yo. Et elle s'est imposée 1-0, un but de Thomas à la 59e minute de jeu. Et ça suffit aux hommes de Christian Gourcuff. On va écouter la réaction de Giovanni Sio, ancien Sochalien, on le connaît bien du côté du Stade Bonal. Lui, il dit on aurait dû gagner ce match en première mi-temps, mais c'est Rennes qui s'est imposé. Donc bonne chance à Rennes pour la suite de la saison. Et Christian Gourcuff, on gagne ce soir malgré beaucoup de blessés. Et lui, c'est vraiment très bien, bien sûr. Ouais, ça se jouait à pas grand-chose. Je pense que le match, je pense qu'on ne doit pas le perdre. Je pense qu'on doit déjà le gagner en première mi-temps. On a eu énormément d'occasions. Malheureusement, le gardien, je pense qu'il a fait un bon match adverse. Voilà, on a eu l'opportunité de tuer le match, mais voilà, c'est comme ça le football. Hein, quand on a énormément d'occasions et qu'on ne les met pas, et ben voilà, ça sort de nulle part. Une action pour le Stade Rennais, et puis bon voilà, il marque une frappe déviée. Bon, je pense que c'est plus de la chance qu'autre chose. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un peu moins le ballon, mais voilà, on a fait ce que le coach nous a demandé. Hein, et les instructions, c'était de rester bien solide au milieu du terrain, serré. Donc voilà, après. Comme je vous ai dit, je pense que le match, on pouvait le tuer bien avant. Voilà, dans les duels, on était plus fort. Voilà, je vous ai dit, je pense qu'à un moment donné, le Stade Rennais a eu un peu de chance. Voilà, donc voilà, tant mieux pour eux, ils ont pris les 3 points et puis bah voilà, bonne chance à eux pour la suite. Jusqu'au but, je dirais globalement un excellent match de foot. Et puis après, dans la deuxième partie, il a fallu s'arracher. Là, l'équipe a montré un autre visage dans la générosité et dans l'organisation défensive qui nous a permis de tenir, très très valeureuse. Donc, compte tenu des absences, parce qu'on va pas énumérer tous les absents ce soir, c'est une vraie performance de repartir d'ici avec 3 points dans ces circonstances, avec des jeunes qui s'affirment, voilà, qui sont dans l'esprit déjà, et puis qui profitent des circonstances aussi pour justement temps de jeu, s'affirmer, progresser, et c'est ça le foot. Bah oui, c'est ça le football, comme le dit si bien Christian Gourcuff, il faut progresser, s'affirmer. Et quand on est un jeune joueur, c'est ça le plus difficile, d'être régulier au plus haut niveau. Qu'est-ce que c'est compliqué, Rennes, quand même. Hein. Bah, Rennes, tous les ans, c'est pareil. C'est soit ils font un super début de championnat et ils s'écroulent à la fin, ou soit ils font un mauvais début de championnat et ils remontent à la fin. C'est une équipe, moi j'ai plus l'impression que cette équipe est faite pour amuser son président. Et on sait tous qu'il a beaucoup d'argent. Et j'ai pas l'impression qu'il a envie forcément, parce qu'il a quand même de gros moyens, donc il pourrait très bien mettre beaucoup d'argent et puis avoir un club qui pourrait jouer les premiers rôles. Mais je pense que non, c'est pas dans ces... Il y a eu des périodes, hein, ils ont mis énormément d'argent, hein, et ils se sont bien ratés, des Brésiliens, notamment un Lucas, je crois, c'est ça. Qui avait coûté très très cher, là, des plus gros transferts de Ligue 1, et puis finalement rien. Mais t'imagines le Frédéric Chevassu local, comme il doit être... comme tu disais, c'est le yo-yo, quoi. Une semaine très très enthousiaste, l'autre il retombe. C'est compliqué d'être supporter de Rennes. C'est pas évident. Allez, on part du côté du Stade Malherbe de Caen qui recevait l'équipe de Troyes. Et finalement, il n'y a eu qu'un petit but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Rodelin à la 30e minute de jeu. Et ça suffit pour les hommes de Patrice Garande qui s'impose 1-0. Et bien justement, on va écouter la réaction du buteur. Il raconte son but. Et il fait référence à son entraîneur, qui lui était un ancien attaquant. On le connaît bien du côté de Sochaux également. Et on a aussi Vercoutre, le gardien de cette équipe cannaise, qui lui souligne juste le fait qu'on prend moins de buts que la saison dernière, c'est ce qu'il rappelle. Et ainsi que Jean-Louis Garcia. Lui, tout simplement, on a manqué de maîtrise technique dans cette rencontre. J'ai un coach qui est attaquant, qui dit que quand on se procure des occasions, c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Donc je pense que sur la première occasion, la première feinte que je fais, je dois enchaîner plus vite. Et voilà, après, quand tu sens qu'il y a la possibilité de frapper, d'avoir des occasions, tu tentes et voilà, ça réussit et tant mieux pour nous.
Évidemment, j'ai envie de vous dire les matchs où on prend pas de but, forcément. Mais bon, cette année fait preuve quand même particulièrement d'esprit de corps. C'est vrai qu'on a rectifié pas mal de choses par rapport à l'an dernier. On prend beaucoup moins de buts. Ouais, tout à fait. C'est un état d'esprit. C'est une manière autrement de voir le foot. Avec le coach, on a beaucoup bossé, beaucoup parlé cet été. Ça porte ses fruits, c'est bien parce que tout le monde est à l'écoute. Il avait des idées qu'il a voulu mettre en place, ça marche. Voilà, on prend pas de but. Et puis on sait qu'on a du talent offensif. Ce soir, Ronny nous met encore un but extraordinaire. Donc forcément, ça fait des belles victoires. C'est sûr qu'on est déçus. Je pense quand même que sur la deuxième mi-temps, on aurait dû peut-être revenir au score, même si on s'est exposé au contre Canet à ce moment-là, hein, parce que toutes les situations dangereuses des Canets ont été sur nos pertes de balles et des transitions défense-attaque, jamais en attaque placée. Sur l'ensemble, il nous manque un peu de maîtrise technique. Il manque de la maîtrise technique, mais c'est Caen qui prend les 3 points. Allez, on vient plus près de chez nous, du côté du stade Gaston Gérard, avec Dijon qui recevait Nantes. Nantes qui était sur le podium de cette Ligue 1 et qui comptait bien y rester. Eh bien, patatras pour les hommes de Claudio Ranieri qui s'incline par le même score que Caen 3, 1-0. Un but de Tavares à la 20e minute de jeu, où il reprend un centre où il est absolument tout seul. Son vis-à-vis, lui, se trouve complètement et il met une belle tête et qui trompe le portier de cette équipe de Nantes. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est un nom roumain, donc j'ai du mal. Mais en tout cas, c'est un très bon gardien car il était à la Fiorentina avant et il est excellent. Mais sur ce but, il ne pouvait rien faire. Il a été crucifié à bout portant. Et ça suffit pour l'équipe de Olivier Dalloglio qui lui dit tout simplement l'idée c'était de ne pas donner de ballon. Oui, c'est quand même mieux quand on ne donne pas de ballon à l'adversaire, hein. On est plus tranquille. Et Claudio Ranieri, il dit on a fait 1 heure d'entraînement et on a joué 30 minutes. Mais la première idée était surtout de ne pas donner de ballon à l'adversaire et de pouvoir exploiter, comme on l'a fait sur le but, les maigres occasions qu'on pouvait avoir, quoi. Mais sur la première mi-temps, on en a eu quand même quelques-unes. C'est plus la deuxième mi-temps qui a été pauvre. On a essayé de bloquer ce qu'on pouvait bloquer avec effectivement les joueurs qui n'étaient pas spécialement à leur poste, hein, puisque j'avais demandé à la fin du match à Jordan Marier de glisser sur le côté pour bloquer Dubois en face et à Mehdi Abed de venir plus dans l'axe pour amener sa dimension physique. Expliquer, c'est très difficile d'expliquer le match. Je peux dire que nous avons fait 1 heure d'échauffement et nous avons joué seulement les dernières 30 minutes. Et Dijon a fait un but, a mérité de gagner. Et tous les matchs, tout peut arrêter, non? Donc, Nantes fait bonne chose, c'est possible aussi perdre. Donc, je sais que tout le monde voit Nantes 3e et j'ai vu Nantes toujours qui est arrière moi et veut la chose. Je ne veux Paris Saint-Germain au Monaco. Je veux arrière moi qu'il y a. Oui, je veux arrière moi, donc vous avez compris, je veux que les équipes soient derrière moi. Moi, c'est ce que j'ai compris en tous les cas. Je pense que vous avez compris la même chose. Mais, c'est pas si mal quand même. Bon, il était déjà passé en France, lui, à l'AS Monaco. Oui, mais il progresse. Quand on voit Jardim, par exemple, on comprend tout maintenant. Oui, on comprend tout, mais ça reste quand même, ça reste un sacré grand entraîneur. Et là, il commence à avoir il commence à être un petit peu récompensé, même s'il y a cette défaite à Dijon. Il fait quand même un excellent parcours pour le moment. On sait très bien ce qu'il a fait du côté de la Première Ligue avec peu de moyens. Et en tout cas, ça reste un très très grand entraîneur. Allez, on part du côté du stade du Roudourou, et ça c'est du côté de Guingamp qui recevait l'équipe d'Amiens. Et ça a fait 1-0, et c'est pourtant Amiens qui avait ouvert le score par El Hajam à la 22e minute de jeu. Et c'est Diallo, avant la mi-temps, à la 44e minute de jeu, qui offre l'égalisation à cette équipe de Guingamp. Et ça va finir sur le score de 1-0. Alors vous allez entendre la réaction d'Antoine Camboiré. Lui, il dit on aurait pu perdre ce match. On va faire le dos rond, un peu comme du côté de Bordeaux et de Jocelyn Gourvenec. Et Christophe Pélissier, qui lui, c'est jamais simple de venir s'imposer ici. Il est quand même satisfait de ce point pris. Le contrat, c'était de gagner. C'était le tarif, on va dire, syndical. On l'a pas fait, donc forcément qu'on est déçu. Puis après, quand on regarde la physionomie du match, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc, pour résumer cette partie, c'est que on est content surtout de ne pas l'avoir perdu ce match. On n'a jamais pu trouver les décalages, et puis surtout la dernière passe, mais c'était pas mal au niveau de l'entame. Mais par contre, on prend le but assez tôt, à la 20e, sur leur deuxième attaque, quoi. Ça nous a refroidi. Et comme on est en ce moment un peu dans le dur, je pense que ça nous a fait douter. On sait qu'il y a des périodes difficiles, il faut faire le dos rond, mais surtout continuer à bosser, avoir confiance.
Et puis voilà, à un moment donné, la machine, elle va repartir. Il n'y a pas si longtemps, c'est le genre de match que tu peux perdre. On est bien sûr très satisfait d'avoir pris un point ici à Guingamp. On aurait signé avant le match. Après, quand on regarde nos entames de mi-temps, on aurait pu espérer prendre les 3 points. On mène 1-0, on a une fin de première mi-temps un peu compliquée. Et puis, on a ce début de deuxième mi-temps où c'est qu'on reprend les choses en main. On a cette grosse occasion de Lassina où le défenseur sur sa ligne. Sur le corner d'ailleurs, je crois que c'est Danilo qui peut marquer. Et voilà, et donc après on est à 10 et là il faut aller chercher nos valeurs qu'on a depuis le début de solidarité qui fait qu'on arrive à arracher un point. Donc satisfait de continuer notre dynamique avec une très belle semaine. Oui, c'est ça. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse sur le plan offensif. Voilà, on n'a pas été surpris de l'opposition. Donc c'est pour ça que je dis qu'ici il n'y avait que Paris qui était arrivé à gagner. Donc voilà, le coup n'est pas passé loin, mais on est content de prendre un point et de continuer, je dis, notre dynamique. Eh ben, si tout le monde est content, on est content aussi également. Allez, on passe à ce dimanche où il y avait 3 rencontres avec déjà à 15h l'OL qui recevait le FC Metz. Le FC Metz qui va avoir un nouvel entraîneur en la personne de Frédéric Hans, l'ancien entraîneur de Montpellier. Il a fait aussi un passage à Sochaux il y a quelques années. Mais en tout cas, on va voir s'il va remplacer Philippe Inchberger qui lui avait été licencié de cette équipe de Metz. On espère en tout cas que ça portera ses fruits pour Frédéric Hans, qu'il arrivera à redonner de la cohésion à cette équipe. Et bien justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? C'est Lyon qui va s'imposer 2-0. Un doublé pour Nabil Fekir à la 6e et 20e minute de jeu. Il revient très fort. Et on va écouter la réaction de Bruno Genesio, qui lui, alors là, il n'est pas du tout satisfait du match. Vous allez bien l'écouter. Et aussi Nabil Fekir, qui lui, on lui pose la question de l'équipe de France. Il verra bien, hein, c'est le sélectionneur plutôt qui choisira. Et on va écouter le président de Metz, Bernard Serin, qui revient justement sur la nomination de Frédéric Hans. Ouais, c'est insuffisant ce qu'on a fait. Les 3 points, on a gagné, on s'est replacé, mais dans le jeu c'est insuffisant et surtout j'ai pas du tout aimé notre comportement en deuxième mi-temps. J'ai déjà ressenti en fin de première mi-temps un petit relâchement, donc je les ai mis en garde à la mi-temps, mais ça n'a pas suffi et je pense qu'il faut être beaucoup plus humble que ce qu'on a été sur la deuxième mi-temps pour espérer quoi que ce soit. Il doit, non, je n'ai pas à dire s'il doit être sélectionné ou pas, parce que je sais qu'il a retrouvé son niveau international, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le sélectionneur qui fait ses choix. Ouais, c'est normal, comme à chaque fois. Après, moi, vous savez, je me prends pas la tête, je joue, je donne le meilleur de moi-même sur le terrain. Après, si le sélectionneur décide de m'appeler, voilà, je réponds présent. Oui, c'est vrai qu'on avait à cœur de revenir sur le podium, surtout qu'on avait suivi le mauvais résultat de Nantes hier. Maintenant, c'est chose faite. Il faudra se remettre au travail et corriger ce qui n'a pas été pour le match de jeudi. Écoutez, j'ai pensé que dans la situation actuelle, il fallait un entraîneur qui ait à la fois une force de caractère, parce qu'il faut redresser un petit peu la confiance, le moral du groupe, et puis deuxièmement, une connaissance de la Ligue 1 et des compétences sur le plan tactique qui permettent d'envisager la suite dans un état d'esprit différent de celui qu'on a connu dans les derniers matchs. Oui, bien sûr, ils sont marqués parce que même aujourd'hui, ils ont fait énormément d'efforts, ils n'ont pas été récompensés, même pas par un petit but. Donc, ils sont marqués, mais je pense que personne n'a lâché. Je crois que ça s'est vu aujourd'hui sur le terrain aussi. Il n'y a personne qui lâche, et donc c'est, je pense, un bon signal pour la suite. Eh ben, on espère que ce sera un bon signal pour le président Bernard Serin et pour cette équipe du FC Metz. Je le vois pas trop dans cette position, moi, de mec qui vient sauver la baraque comme ça en milieu de saison, Frédéric Hans. Je le vois plutôt sur la longueur avec un projet vraiment qui prend de bout en bout. Je sais plus à Bastia s'il est arrivé en début de saison ou s'il est arrivé en cours de saison, mais je le vois plus pour construire quelque chose plutôt que de venir sauver la baraque comme à Duprat, par exemple, l'a bien fait à Toulouse. Ouais, c'est un entraîneur qui a du charisme. Hein. Je me rappelle quand il était au Mans, il avait fait venir les joueurs le lendemain du Nouvel An à 6h du mat ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a du charisme aussi également. Après, est-ce que ça va marcher ? C'est jamais simple. Au Mans, il a construit son truc. Oui, il a construit, c'est vrai. Après, à Montpellier, il a fait aussi un petit peu, mais on lui a pas laissé trop le temps. Alors, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, après, on verra s'il va sauver cette équipe de Metz. En tout cas, on le souhaite pour les supporters messins. Allez, on part à 17h du côté de Toulouse. Justement, tu en parlais de Pascal Duprat. On va justement le rejoindre. Qui recevait la SSE. Il n'y a pas eu de but dans cette rencontre. Ça a fini 0 partout. Vous allez entendre la réaction de Pascal Duprat qui, lui, a vu ses joueurs
avec des sourires à la fin du match, et ça y a pas plus du tout. Et également, il met une petite couche sur les supporters, donc je pense qu'ils apprécieront. Et alors que du côté d'Oscar Garcia, bah lui, voilà, il se projette déjà sur le match contre Lyon la semaine prochaine, et il dit que l'important à Saint-Etienne, c'est quand même les supporters. Peut-être un envie, rentrer dans le vestiaire et voir que tout le monde se félicite parce que nous avons pris un point à Saint-Etienne, ça me gonfle. On a perdu 2 points, voilà. Donc quand on perd à domicile 2 points, on doit faire la gueule. Voilà. Donc je vais être le seul à faire la gueule, parce que tout le monde s'en contente. L'autre mauvais point, personnellement, je trouve que les spectateurs se réveillent à la 90e minute, quoi. Ouais, franchement, quand on ira jouer dans le chaudron, les gens, les supporters, ils supportent, quoi. Nous, ils commencent à 90e, c'est bon, voilà. Bon, je me ferai siffler le prochain match, mais c'est pas grave, ça sera nouveau. Mais bon, faut qu'on s'entraide tous. On a eu l'opportunité, 3 claires opportunités pour gagner le match, mais je suis content parce que nous avons été costauds, et ce que je peux demander à mes joueurs, c'est de tout donner, et c'est ce qu'ils font. J'aurais préféré de gagner, mais le derby, c'est un match très, très spécial. Et c'est le match pour lequel nous avons le plus envie de donner de la joie à nos supporters. Parce qu'à ce club, il y a une chose pour moi top, et sont les supporters. Bah oui, ce sont le top, c'est les supporters du côté de Saint-Etienne pour Oscar Garcia. Allez, dernier match qui avait lieu ce dimanche à 21h, c'est Lille de Marcelo Bielsa qui devait absolument se reprendre face à l'Olympique de Marseille. Bah finalement, patatras, un but marqué dès la 5e minute de jeu par Morgan Sanson, et Lille n'a jamais pu revenir dans cette rencontre, même pour égaliser, et il s'incline 1-0. Bah ça continue, la déroute continue pour Marcelo Bielsa, mais là on va écouter l'attaquant de cette équipe de Lille, Nicolas Pepe, qui lui dit mentalement ça risque de peser dans les têtes. On a également ça téléphone déjà. On a également du côté de Marseille Valère Germain qui lui nous explique quand on est buteur, il faut de la confiance, et pour le moment il ne marque peut-être pas, mais ça va revenir. Ce match-là va peser mentalement. Maintenant, on a les ressources et on va essayer de se relever et de remporter ce match dimanche contre Metz. C'est pas la première fois en plus, parce qu'on prend souvent des buts dans les 10 premières minutes. Voilà, on a pris un but et on n'a pas été attentif. C'est un pécage face à ce genre d'équipe, et au final on perd les 3 points ce soir. On a la possession, mais après il faut aussi que devant on arrive aussi à se créer des occasions. Maintenant, malgré qu'on ait la possession, si on ne crée pas de danger, la possession ne sert à rien. Maintenant on va essayer justement de s'améliorer là-dessus pour essayer d'être plus efficace. Je joue un peu moins en ce moment, donc c'est un peu plus difficile de marquer forcément, mais à chaque fois que je rentre j'ai une situation, donc voilà, ça va venir. Après je me focalise pas là-dessus, j'essaye de, comme ce soir quand je rentre, essayer d'apporter à l'équipe et que l'équipe prenne les 3 points, c'est le plus important. Ça va revenir, hein. J'ai marqué plein de buts en Ligue 1, donc il n'y a pas de question à se poser, c'est juste, je pense, un manque de réussite, et voilà, après ça va revenir. Ça va revenir pour Valère Germain, on l'espère en tout cas pour lui et pour cette équipe de Marseille qui reste sur de bons résultats. Allez, on donne le classement avec Paris Saint-Germain premier avec 29 points, deuxième Monaco avec 25 points, troisième Lyon avec 22 points. 4e Marseille avec 21 points, 5e Nantes 20 points et 6e Saint-Etienne avec 18 points. En bas de classement, on retrouve 18e Strasbourg avec 10 points, Lille avec 6 points et 20e Metz avec 3 points. Au rayon des buteurs, Falcao est premier avec 13 buts, Cavani le suit de très près avec 11 buts et Nabil Fekir est 3e avec 9 buts également. Une question au téléphone là. Oui. On a un auditeur qui nous parle du président de Sochaux. Ah mais ça c'est tout à l'heure ça. Il est en avance là. Qui aurait dit qu'il voudrait racheter le PSG. Non mais ça c'est un fake ça. C'est un fake. Voilà, c'est un fake ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà. je peux le dire, c'est voilà, c'est un gros notre fake. auditeur a la réponse alors. C'est qui l'auditeur? C'est Est-ce qui qu'il a un l'auditeur prénom? Il veut pas donner son prénom, non? C'est Monsieur Lee en personne? Qu'est-ce qui se C'est passe? Laurent de la région du Rhône. Voilà. Ah, Laurent de la région du Rhône. Oui, je vois qui c'est. Du département du Rhône même. Je vois qui c'est. Eh bien, on va lancer le jingle Ligue 2 puisqu'il nous lance la perche pour Sochaux. Allez.
Voilà, on jongle entre la technique et le téléphone. Fred, donc l'actu de la Ligue 2, c'est vraiment ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, parce que Sochaux fait une très très belle série. Bah oui, Sochaux, on est à sa 3e victoire. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas connu ça du côté du Stade Bonal. Avec cette victoire face à Niort 2-1, avec un but qui arrive très tôt dans cette partie. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas revu, c'est un long ballon de Florian Augier qui arrive sur la tête d'Andrea Tsima qui dévie pour Kaloulou qui part. Et on sait qu'il a beaucoup de vitesse, Aldo Kaloulou. Ou Kaloulou, il faudrait qu'on précise d'ailleurs, parce que je ne sais jamais trop, je crois que c'est Kaloulou. Et qui va lober le portier de cette équipe. Il passe juste devant le défenseur central et ensuite il lobe le gardien. Ça fait 1-0. Et ensuite, c'est Dona Endo qui lui met son 4e but cette saison, le Niortais, sur un très bon centre. Et on revient à égalité. Et là, on se dit que ça va être compliqué parce qu'on a une belle équipe en face, une équipe costaud. Et c'est finalement Andrea Tsima sur un bon déboulé aussi de Kaloulou qui lui laisse la balle. Et Andrea Tsima Faneva qu'on aura tout à l'heure, qui lui fait un beau geste d'attaquant et qui marque et qui trompe cette équipe niortaise. Ça fait 2-1. Score final, c'est bon pour le moral. Sochaux revient à la 9e place avec 20 points. Et c'est plutôt assez sympa. On va écouter d'ailleurs le résumé de Sochaux-Niort. Il n'y a qu'un point d'écart entre Sochaux 12e et Niort 9e, une partie qui s'annonce peut-être serrée. Les Sochaliens privés de Gibaud, Ruiz et Bas blessés alignent tout de même une belle équipe autour de Florian Tardieu, le capitaine. Florian Martin est bien sûr là avec Aldo Kaloulou et Faneva Andrea Tsima en attaque. Et les Lionceaux sont intenables dès les premiers instants. 6e minute, déjà 1-0 pour Sochaux grâce à Aldo Kaloulou. L'attaquant prêté par l'Olympique lyonnais inscrit son 2e but de la saison. Le petit ballon piqué au-dessus de Saturnin à l'Agbé, c'est parfait. Les Sochaliens sont bien lancés dans ce match. Sochaux qui va mieux, qui reste sur 2 victoires après 4 défaites de suite. Ils avaient pris beaucoup de buts à l'occasion de cette mauvaise série. Et là, les choses sont en train de changer. Et Niort a du mal à réagir. Ballon repris par Michael Alphonse. Le centre en retrait pour cette frappe directement sur un Lagbé. Le 2-0 était tout proche. Et Niort se montre enfin dans ce match avec un centre et une déviation juste devant le but d'André Donendo pour l'égalisation. Un but partout à la 27e minute. Le 4e but de la saison pour André Donendo. Mais sur la remise en jeu, Sochaux se rue à l'attaque avec ce ballon dans la surface. Et ça fait 2-1 directement après le but niortais. 2-1 pour Sochaux. Niort n'a pas eu l'occasion de vraiment profiter de son égalisation. Faneva Andrea Tsima a bien suivi pour son premier but de la saison. L'international malgache en avait mis 14 la saison dernière. En voici enfin. Et Sochaux mène 2-1 à la 28e minute. Quelle première période. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Niort s'est fait surprendre alors que sur la seule occasion des Chamois il y avait eu l'égalisation. C'est dommage pour l'équipe de Denis Renaud qui reste tout de même sur 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Mais en seconde période, c'est Sochaux qui continue à avoir les meilleures opportunités. Sochaux qui veut prendre de l'avance, marquer un 3e but pour être enfin tranquille dans ce match. Pourquoi pas avec Florent Béranguet. Le tir de loin qui passe à côté. Puis encore un tir très puissant sauvé par Saturnin Labbé. Une reprise à bout portant qui passe à côté. Que d'attaque sochalienne. Les Lionceaux méritent de s'imposer. Mais attention tout de même, en peu d'occasions, Niort est capable de marquer. La chance d'égalisation ici pour Jimmy Roy. Puis une autre avec cette tête et la parade exceptionnelle de Maxence Prévost qui va chercher le ballon quasiment dans la lucarne. Les Sochaliens se font peur jusqu'aux tout derniers instants. Avec ce tir, il y a un rebond. Et la parade encore de Maxence Prévost. Match très disputé. Et au final, c'est bien Sochaux qui le remporte sur le score de 2-1. Et oui, sur le score de 2-1, on était bien sûr présent au stade pour suivre cette rencontre. Je crois qu'on a déjà un premier auditeur, il me semble. Bonsoir Kevin, tu nous entends ? Bonsoir. Ça va, vous entends bien. Bon, je suppose que ça va bien ce soir. Belle victoire sochalienne ce week-end. Tout va bien, tout va bien. Bon, comment tu as vécu cette rencontre face à Niort ? Elle est trouvée super bien, bien jouée. Oui. Un super beau match. Prévost, un beau match aussi, il a sauvé la baraque comme d'habitude. À la 90e, il y a eu une belle action où il fait une super sortie. Il sort bien, c'est comme ça. Sochaux maintenant, ils sont la montée peut être allée avec un miracle, on aimerait bien. Monter cette année, je pense que bon. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer en fin de saison, mais je pense surtout, pour le moment, il faut prendre les matchs les uns derrière les autres, gagner le plus possible, continuer cette série, et après, on verra bien ce qui se passera. Mais je ne pense pas qu'il faut parler de monter tout de suite. Comment ? Le fait
victoire à la Félix, aller gagner vendredi soir à Orléans. Oui, pour poursuivre la série. C'est vrai, c'est ce qu'il va falloir faire. Ça va pas être simple, c'est une belle équipe Orléans cette saison. Ils ont fait un bon recrutement cet été, mais il faut continuer cette belle série. Ah, comme on dit, hein, il faut bien se soutenir le vendredi. Puis comme ça, on restera sur 4 matchs à la Félix. Puis là, tu vois, on n'est pas beaucoup du quatrième, on est qu'à 5 points. On n'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut pas s'occuper. Oui, il faut pas trop s'occuper. Je pense moi du classement pour le moment. Je pense qu'il faut jouer les matchs, essayer de les gagner. Hein. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner le match. Et puis après, on verra à 2 mois de l'échéance finale où c'est qu'on va être exactement. Mais je pense qu'il faut pas se mettre plus de pression que ça. On joue les matchs, on essaie de les gagner. Faut pas que les joueurs se mettent ça en tête. Ouais, on va monter que. Un match par un, il faut qu'on avance comme ça tout doucement. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut avancer tout doucement. Quand la montée, quand tes joueurs pensent à la montée, ils vont tout lancer et puis ils vont plus y croire après. Alors, Oui, voilà, c'est pour ça. Vaut mieux arrêter avant. Il n'y a que 5 points pour la montée, mais en revanche, il y a quand même déjà 11 points d'avance pour la relégation, et ça, c'est peut-être le plus important déjà. Oui, déjà se sauver, c'est pas mal. Et ensuite, Déjà se sauver, puis quand faire encore une année en Ligue 2 la saison prochaine et puis monter après. Ouais, après, on verra. Déjà, on verra suivant l'actionnaire, hein, parce que je pense qu'en fin de saison, il faudra forcément remettre un petit peu d'argent au pot, comme on dit, hein, mais au gros pot, on va dire. Donc, on va voir déjà s'il a les moyens, s'il a les reins solides pour le faire. Et là, ça nous donnera déjà une idée pour l'ambition la saison prochaine. Mais en tout cas, la saison n'est pas encore finie. Il faut, comme je dis, prendre les matchs les uns. Il reste encore des matchs. Oui, c'est ça, il reste encore. Mais comme il dit tout à l'heure un copain, il fait le plus dur à battre, ça va être Brest. Ça sera le plus dur. Ouais, pas forcément, tu vois. Brest, ils ont perdu contre Orléans chez eux. Bon, après, c'est la Ligue 2 cette saison est vraiment homogène. Après, on voit qu'il y a le Stade de Reims. Bon, c'est des équipes qui sont pas forcément imbattables, hein, mais elles sont costauds. C'est ça l'important, c'est d'être costaud. Nous, on l'a pas été à certains moments. Mais ces équipes sont plus costauds, mais elles sont prenables. Franchement, moi, je vois pas d'équipe qui n'est pas prenable cette saison. Tout le monde est prenable et tout le monde peut battre n'importe qui aussi également. Donc, ils sont tous prenables à prendre, les joueurs. Hein. Toutes les équipes, elles sont prenables à prendre, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis les victoires amènent de la confiance et ça soude un groupe. On l'a vu, on en parlera déjà tout à l'heure avec Faneva. Moi, à la fin du match, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir déjà cette belle communion avec le public. Parce qu'il faut quand même dire que les supporters et les supporters ont encouragé tout le temps cette saison. D'ailleurs, ça a valu un petit papier à Richard Sett de Bein Sport. De Richard Sett de Bein Sport qui disait voilà, son premier match, il l'avait commenté là-bas et qu'il avait trouvé ça magnifique. Que lors du 6-1 contre Ajaccio, l'équipe, les supporters ont toujours continué à encourager malgré un score très large. Et ça, c'est important. Il y a eu une belle communion à la fin de cette rencontre. Et aussi les joueurs qui se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Et ça, ça vaut toutes les victoires parce que ça prouve qu'il y a peut-être quelque chose qui se crée. C'est comme ça aussi qu'un groupe naît. Voilà. Merci Kevin en tout cas. Puis moi, les Kaloulou et Rona Silva, ils ont fait un super beau match les deux. Qui ça? J'ai pas entendu. Kaloulou et puis le Malgache, ils ont fait un Faneva Andreatsima, qu'on aura tout à l'heure. Oui, ils ont fait un gros match comme Maxence Prévost, comme un peu toute l'équipe socialienne. Et, Martin, maintenant, il est plus dans ses matchs beaucoup comme avant. Il dormait un peu sur le terrain. Oui, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, moi j'ai vu des passes qui arrivaient. Ça fait, lors du match de Tours, c'était pas forcément le cas. On a vu que les joueurs avaient envie de jouer les uns pour les autres et c'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut retenir dans cette rencontre. Voilà. On te remercie Kevin en tout cas d'avoir appelé. Merci beaucoup. On espère une victoire vendredi soir du FC Sochaux. Écoute, on espère une victoire du FC Sochaux du côté d'Orléans en tous les cas. Ouais. Merci beaucoup Kevin. À bientôt. Bien, au revoir. À bientôt. Oui, c'était Kevin qui a envie de parler de son club Sochaux et qui a fait une belle prestation. Alors, on va appeler ensuite... on va rappeler, oui, c'est ça, dire. J'étais en train de regarder. Non, on va vous donner les résultats quand même de cette Ligue 2. Avec Brest qui s'était fait battre, qui s'est incliné chez lui face à Orléans 1-0. Le Gazélec Ajaccio, le Paris FC 0 partout. On a Le Havre qui est allé battre Quevilly 2-0. On a Bourg-Péronnas et Auxerre qui font match nul, 1 but partout. Reims a battu Nancy 3-0. Clermont Foot et l'AC Ajaccio 1 but partout. Nîmes est allé battre Valenciennes 2-1. Et Lorient avait battu Tours 2-0. Le dernier match de cette 13e journée de Ligue 2, c'est Châteauroux-Lens qui aura lieu ce soir à 20h45.
un match où on peut revenir aussi sur une certaine affaire hein, du côté du RC Lens avec l'affaire Douchez. Je pense que vous avez suivi. Je pense que tout le monde a suivi un petit peu cette affaire donc de l'ex-gardien du Paris Saint-Germain et du RC Lens. Je pense que tu as dû suivre aussi un petit peu ça, Sébastien, non, l'histoire de Nicolas Douchez. Ouais, ça te dit, voilà, je suis là. Ça te dit quelque chose? Il y a tous tes groupies au téléphone qui sont déçus parce qu'ils disent Allô Fred, et non, ce n'est que moi. Ils pensent que c'est Fred Fitch, mais il est en vacances, il sera là tout à l'heure. Il a aussi des admirateurs. Oui, j'ai un peu suivi ça, Douchez. Voilà, qui a été mis en garde à vue, hein, car sa compagne a porté plainte pour violence conjugale. Donc la victime, hein, qui est âgée de 27 ans, elle se plaignait de douleurs à la tête et présentait des abrasions donc, au genou. Elle avait refusé les soins proposés, mais elle a déposé plainte. Donc une confrontation entre le joueur et la victime a eu lieu ce vendredi. Compliqué, hein. Oui, surtout en ce moment, avec toutes les affaires de harcèlement, d'agression, tout ça. Oui. C'est pas le bon moment pour lui, même s'il n'y a aucun moment, évidemment, hein, pour faire ce genre d'action. Mais là, il risque de prendre encore plus cher, ne serait-ce que le tribunal médiatique. Voilà, donc c'est une sale affaire. Les policiers avaient découvert quand même sa compagne sur place, nue, en sang, le corps couvert d'hématomes, pleurant, hurlant au milieu de son appartement dévasté. Le joueur, voilà, les tests ont été effectués, un taux d'alcoolémie de 1,64. Voilà, si c'est avéré... 1,6 g, c'est quand même pas mal et c'est tout simplement scandaleux. Espérons qu'il soit puni si c'est avéré. Je pense qu'à 37 ans, la carrière risque de se terminer là-dessus. Et c'est bien dommage parce que ça va être compliqué de revenir sur les terrains de Ligue 2 en sachant tout ça. Je pense que ça va être très compliqué et on espère en tout cas que sa compagne va se remettre très rapidement. On prend notre auditeur au téléphone bien sûr, on continue. Avant d'avoir Faneva Andriatsima, on a un petit coup avec, je crois que c'est Lionel, c'est ça Lionel? Oui, c'est moi. Bonsoir Lionel, comment ça va? Salut Fred, écoute, ça va? Ça va bien? Victoire Sochalienne ce week-end? Ouais, j'ai écouté un petit peu Blanchard, il y avait Alphonse qui était invité. Nous on a Faneva dans 5-6 minutes. Alphonse, il a dit on est resté un petit peu sur la réserve en deuxième mi-temps parce qu'ils veulent pas prendre trop de buts, quoi. On a pris assez, quoi. Je pense que ce coup-là, dit, on est quand même resté. Bon, après il y avait la fatigue aussi, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Oui, puis je pense qu'aller de l'avant c'est bien, mais bon, quand on prend 17 buts en 3 matchs. Il a dit, ils ont été solidaires tous. Oui, heureusement. Ils ont été solidaires, c'est pour ça que... Oui, il fallait être solidaire et puis surtout arrêter l'hémorragie en défense, quoi. Là, déjà, on prend moins de buts. Voilà, on a pris qu'un but, ça va. Un but en 3 matchs, c'est pas mal. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Sébastien? Non, mais je suis complètement d'accord. J'ai le doigt, c'est pour ça. Parce que c'est quand même une drôle de saison pour Sochaux. On se souvient tous des quelques matchs un peu catastrophiques où les buts rentraient très très facilement. Il n'y avait que Martin qui mettait des buts d'extraterrestres pour un peu sauver les meubles. On a fini meilleur buteur. Voilà, mais sinon c'était quand même pas terrible. Puis on avait peur quand même avec cette défense. Et puis là, seulement un but encaissé en 3 matchs, c'est vraiment le plus rassurant. Au-delà du classement, au-delà des résultats, au-delà de tout ce qu'on veut, c'est quand même une certaine solidité défensive qui permet d'être un peu plus serein. Quand on ne prend plus de buts, on peut en marquer. Donc c'est toujours mieux de commencer la partie à 0-0 que d'encaisser déjà 2 buts d'entrée. Parce que 17 buts en 3 matchs, ça avait fait très mal. Je pense qu'il fallait réagir. Peter Zedler l'a fait en enlevant quelques joueurs, en remodifiant sa tactique de jeu, en s'adaptant. Je pense qu'il faut le faire et en tout cas pour le moment il faut dire que ça porte ses fruits, n'est-ce pas Lionel? Oui. Bon, alors quels joueurs ont été bons pour toi dans cette... Vendredi soir, c'est quand même Prévost qui nous fait gagner le match. Il a fait 2 arrêts déterminants. La 90e, oui. Ces 2 arrêts-là, je pense qu'il y a au moins un match nul. Il en a fait un à la 90e, oui, qui est déterminant. Oui, autrement il y a un match nul. Sinon. Donc, il nous fait gagner le match quand même, il faut le dire. Oui, il faut le souligner parce que beaucoup l'ont critiqué. On dit que c'est... mais... pas si bon avec les buts qu'il a pris, mais là, sur ce coup-là, il faut le signaler... S'il ne fait pas ces 2 arrêts déterminants, on ne gagne pas le match. Oui, après c'est un jeune gardien aussi. On a eu un collectif qui s'est mis en place, c'est très bien.
Après, c'est un jeune gardien, il apprend, il va apprendre de ses erreurs aussi également. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend jamais rien, que ce soit au football ou dans la vie en général. Donc ça va être aussi un bon gardien. Sochaux a toujours formé des bons gardiens et ça sera assurément aussi un bon gardien dans l'avenir. Mais il faut faire aussi confiance aux jeunes. Forcément, ils vont faire des erreurs, mais à un moment donné aussi, on est quand même un club formateur. On est là pour former aussi des jeunes joueurs. Il faut pas l'oublier. À un moment donné, ces jeunes joueurs, il faut les mettre sur le devant de la scène. Il faut les faire jouer, tout simplement. Voilà. Merci Lionel, en tout cas, d'avoir appelé. Oui. Et puis, on se dit à une prochaine. Oui, à la prochaine, contre Nîmes. Oui, là, on va recevoir... Oui, ça sera Nîmes. Le prochain match, c'est vous qui joue. Le prochain match à Orléans. Ça sera à Orléans, et ensuite, ça sera la réception de Nîmes. Ça va pas être simple. En espérant que tout se passe bien, au moins aller chercher un résultat positif à Orléans. Oui, Orléans qui a battu Brest et Nîmes qui est allé battre Valenciennes. Au moins prendre déjà un point, ça serait pas mal déjà. Oui, mais on va être optimiste. De toute façon, il faut aller chercher. Positif, on peut ramener les 3 points. Oui, exactement. Il faut continuer cette série. Il faut la poursuivre. La série est en cours, il faut la continuer. Tout à fait. C'est un peu c'est le challenge, quoi. Il faut continuer la série. On a retrouvé un peu de confiance. Faneva, je pense qu'il va retrouver aussi de la confiance. On va la voir tout de suite. Kaloulou aussi, il a besoin de retrouver de la confiance aussi. On va la voir justement, Faneva. On te remercie, Lionel. Ça nous a fait une belle transition. Eh bien, à bientôt, Lionel. À bientôt, oui. Allez, merci. Et bye à toute votre équipe. Merci beaucoup. À bientôt. Tout le monde te salue. Allez, ciao. Merci. Ciao. Eh bien justement, on va avoir Faneva Andriatsima au téléphone dans quelques instants, même tout de suite. On va le joindre. Comme on devait l'avoir pour 19h, donc c'est parti. On va pouvoir appeler Faneva Andriatsima et puis avec lui, on va revenir justement sur la rencontre. On va revenir aussi sur les questions que vous avez posées. Certains ont posé des questions, donc on va revenir dessus. Faneva va nous répondre comme il le fait toujours, souvent. C'est vrai qu'il est facile à contacter. À Sochaux, d'ailleurs, les joueurs sont faciles à contacter. On remercie encore le service communication du FCSM qui nous autorise à faire aussi ces interviews. Et c'est vrai que dans cette rencontre, Faneva a été aussi un des hommes du match, car il y en a eu plusieurs. Mais ce qu'on va retenir, c'est une équipe de Sochaux solidaire. Alors on a le répondeur pour le moment. Peut-être qu'on peut passer la réaction de l'entraîneur de Sochaux. Oui, on va passer la réaction de Peter Zedler. Ouais. Et puis tout de suite après, on espère avoir Faneva avec nous en direct. On va refaire un essai. Donc réaction de l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Vraiment un joueur formé ici, un joueur de la région. Alors il sort un grand match, ça fait du bien, c'est le FC Sochaux. Et comme ça, c'est bien. Alors il y a un seul but en 270 minutes, c'est une bonne chose. J'ai parlé avec son sélectionneur, il est en équipe espoir avec Ripoll cette semaine. Et oui, c'est bien, mais c'est pas seulement lui. Alors il y avait d'autres joueurs qui étaient, comme vous dites, héroïques, mais il faut encore progresser, c'est clair. Mais je suis confiant, on va le faire. Eh bien oui, on va le faire, comme dit Peter Zedler. D'ailleurs, on parlait de Maxence Prévost, le portier sochalien, avec Lionel il y a quelques minutes. On peut peut-être écouter ce que dit justement Peter Zedler sur Maxence Prévost, qui a fait, comme on le soulignait tout à l'heure, un excellent match avec de belles parades également, et notamment une superbe parade à la 90e minute de jeu, qui aurait pu valoir l'égalisation pour cette équipe de Niort. Mais en tous les cas, il s'en est bien sorti. Donc... on va écouter sa réaction dans quelques instants. Et on va écouter justement la réaction de Maxence Prévost. Réaction de Peter Zedler sur Maxence Prévost, ouais. C'est ça. Vraiment un joueur formé ici, un joueur de la région. Alors il sort un grand match, ça fait du bien, c'est le FC Sochaux. Et comme ça, c'est bien. Alors il y a un seul but en 270 minutes, c'est une bonne chose. J'ai parlé avec son sélectionneur, il est en équipe espoir avec Ripoll cette semaine.
Et oui, c'est bien, mais c'est pas seulement lui. Alors, il y avait d'autres joueurs qui étaient, comme vous dites, héroïques, mais il faut encore progresser, c'est clair. Mais je suis confiant, on va le faire. Confiant, on va le faire. Ah ben, on l'espère. En tout cas, qui va le faire Peter Zedler. Et on va le faire ensemble. Oui, je crois qu'on a Faneva. Hein, c'est ça, Sébastien? Oui, allô? Bonsoir, Faneva. Oui, bonsoir, Fred. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, bon, ça fait longtemps que Sochaux n'avait pas aligné 3 victoires consécutives, avec cette victoire contre Niort. Bon, c'est une bonne chose après les dernières défaites. Quelle est justement ton analyse sur cette rencontre? Ouais, franchement, moi, depuis que je suis arrivé à Sochaux, donc c'est la première fois que j'ai gagné 3 fois de suite. Après, je sais pas, par le passé, je sais pas, est-ce que peut-être ils ont déjà fait aussi en Ligue 2, je sais pas. Bon, ça fait longtemps. Hein. En tout cas, ça nous fait du bien parce que après les 4 défaites d'affilée qu'on a subies, on a pu lever un petit peu la tête après ces 4 défaites, donc de stopper cette spirale négative qui était arrivée le mois dernier et de revenir dans le première partie du tableau. Alors, c'est vrai comme tu le rappelais, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces défaites avec beaucoup de buts encaissés. Peter Zedler a changé quelque chose dans son dispositif. Bon, on sait que c'est un coach qui va beaucoup de l'avant. Est-ce qu'il s'est adapté justement après ces défaites? Bon, après, je pense oui. Après, il a fait des choix. Il a fait des choix, je pense surtout des choix après la défaite. Je pense des choix, comme je pense les choix qu'il a fait. Je pense derrière c'est avec Adolphe Logier. Oui. Et devant il m'a mis aussi. Oui. On cherchait encore son bon formule, mais bon. Le truc positif, c'est que on a cassé le spirale négative, donc c'est bénéfique. Ça veut dire on a changé quand même quelque chose. Oui. Après, c'est l'avenir qui nous dira est-ce qu'il a fait le bon choix ou mauvais. Mais bon, pour l'instant, il a fait le bon choix parce qu'on a gagné 3 fois de suite, même si sur les 3 derniers matchs, c'était pas très très beau. Mais bon, au niveau comptable, c'était plein, donc nous on prend. Alors moi, sur ce match-là, j'ai quand même trouvé du mieux par rapport peut-être, comme tu le soulignais, au dernier match. Moi, j'ai vu une très belle première mi-temps. Après une seconde mi-temps où en fin de match, on a subi un peu, mais je pense que sur le plan physique, il y avait peut-être aussi un petit peu d'usure. Tu as ressenti ça? Oui, en fait, moi je pense que c'est surtout ça. On doit mieux gérer les matchs. C'est vrai qu'on fait beaucoup de pressing. On met beaucoup de rythme. Pareil, il faut gérer. Même si c'est vrai qu'on a quand même une jeune équipe, hein. Il ne faut pas oublier. Mais il faut en fait, c'est ça qui est la force des grandes écuries. Il arrive à gérer dans les moments faibles. Donc c'est à nous de trouver ce truc-là pour qu'on arrive à bien garder le ballon surtout et surtout à continuer à produire des jeux, et c'est ça. Je pense que c'est ça. On n'a pas beaucoup. Pour moi, en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à beaucoup garder le ballon, donc c'est normal, on subit un peu. Et c'est surtout ça. Là. En fait, eux, ils attaquent, ils poussent, mais on n'arrive pas à garder les ballons. Donc pour moi, c'est logique qu'ils nous dominent, mais on doit me faire. On doit me faire, surtout bien garder le ballon et de faire tourner l'équipe adverse. Tu penses que c'est une histoire de confiance, justement? C'est vrai que Sochaux a encaissé beaucoup de buts. Ça peut être aussi ça qui pose souci aussi? Faut que ça revienne? Non, c'est les gestions des matchs, je pense. C'est une gestion des matchs, parce que première mi-temps, il n'y a pas photo. Même si on a encaissé un but, mais au niveau de jeu, au niveau de possession, on était beaucoup plus mieux que Niort. Après, c'est question de gestion. Il faut qu'on arrive à avoir cette gestion pendant 90 minutes. La plupart du temps, on fait bien jusqu'à 60, 70e, et des fois, on encaisse des buts par le passé aussi. Si on voit bien contre le match contre Lens, il revient à 3-2 les 10 dernières minutes. Donc, c'est un travail au quotidien. C'est à nous sur le terrain, surtout aussi, de sentir ça et de jouer autrement. Alors c'est vrai qu'on a vu une belle association dans cette rencontre. Tu étais associé à Aldo Kalulu.
Comment tu juges justement cette association dans le match, hein, qui a quand même valu 2 buts, hein, dont des passeurs décisifs aussi, vous êtes un peu rendu l'appareil. Il y a des automatismes justement qui commencent à arriver dans l'équipe? Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième fois Ouais. que le coach finalise moi et Aldo ensemble, mais la première fois c'est sur le naufrage contre Ajaccio. J'ai resté sur le terrain 10 minutes ou 15 minutes je crois parce qu'il y avait 2 cartons rouges. Oui. Mais c'est la première fois vraiment qu'on a fait un match entier et c'était pas mal. Après, moi je pense qu'on est complémentaires comme d'autres attaquants. Après, par exemple, moi et Johan, on n'a jamais joué ensemble encore aussi. Oui, c'est vrai. Donc peut-être aussi, ça peut marcher. Hein. Oui. Ça peut marcher, mais bon, c'est des choix. Oui. Donc, c'est à nous sur le terrain de le rendre meilleur, les choix. Et c'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'avec Aldo, il est très rapide, il est très vite. Oui. Et moi, dans mon registre, c'est un point de fixation et c'est complémentaire. Moi, je pense même, avec Johan aussi, ça peut le faire. Hein. Après, c'est des choix. Je dis, Johan aussi, il a fait un bon début de saison. Après c'est des choix. On est beaucoup en devant, donc c'est des choix à faire. Après, il faut rester tout le temps concentré parce que, comme mon cas, c'était un début de saison très, très difficile. Oui. C'est ma plus mauvais début de saison depuis 7 ans, je pense. Oui. Parce que moi, j'ai débuté tout le temps les saisons, toute ma carrière, donc c'est ma première fois que j'étais parti comme en 3 ou 4e attaquant cette année. Oui. Mais bon, j'ai pas lâché, je suis fort mentalement et tout, j'ai l'expérience aussi. Et j'ai rien lâché, donc j'espère continuer à jouer jusqu'à la fin de trêve. Alors c'est vrai que tu parlais d'Johan Tousgar, hein, qui a mis un très beau but contre Tours, un vrai but d'attaquant, une belle tête. C'était pour souligner. Ça, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, parce que franchement, quand même, on a quand même la meilleure qualité du bon de Ligue 2 quand même. Si on regarde bien. Hein. Tout à fait. On a des bons milieux de terrain. Il y a notamment encore la Diva qui va revenir bientôt. Il y a Marthe, il y a Johan là sur ce match, il était sur le banc. Il y a aussi Moussa. Franchement, au niveau de qualité de notre banc, je pense on est la meilleure de la Ligue 2 si je pense. Oui. Oui, il n'y a rien à envier à d'autres équipes. Justement, qu'est-ce qui fait que qu'il y a eu ça en début de saison, qu'on a pris beaucoup de buts, c'est qu'on était peut-être moins costaud par moment ou on avait du mal à revenir? Je sais pas. Après, peut-être aussi le fait que moi je pense sur les 3 derniers matchs, je pense à un moment donné on était un peu plus bas. On était un peu plus bas par rapport aux autres matchs. Et moi, je pense que c'est ça qui nous a fait gagner des matchs. Oui. Parce que les précédents, je pense, on était un peu plus haut. Surtout, par exemple, quand tu vois le match contre Reims, on était très, très haut. Donc, on prend des vagues, on prend des contres. Oui. Et là, sur les 3 derniers matchs, on était en temps haut. Mais quand on a perdu du ballon, on était un peu plus bas. Donc, ça nous met, c'est comme dans les grandes équipes. Hein. Quand on regarde Manchester, maintenant, c'est que ça. Hein. Oui, C'est que bien défendre d'abord, après attaquer après. Peut-être, sauf c'est l'équipe comme Manchester City et Barcelone, qui est Paris Saint-Germain, qui tout le temps avec une défense très haute, mais parce qu'ils ont la possession en fait. Et nous, on n'a pas les possessions, donc on est obligé de défendre un peu plus bas quand on n'a pas les possessions, quand on ne domine pas la possession de ballon. Oui, puis physiquement, ça demande aussi beaucoup d'énergie parce qu'il faut se projeter vers l'avant, revenir vite défendre, et au bout d'un moment, on peut physiquement tout à fait ça. avoir du mal. Après, c'est surtout ça, parce que nous, on a un jeu qui est basé sur physique aussi. Oui. Donc, à un moment donné, c'est plus facile de récupérer le ballon quand on est un peu plus bas qu'on attend être haut, parce que quand tu es très haut, il y a de l'espace derrière, donc avec des contres, avec des mecs qui sont un peu que toi devant, en face, c'est compliqué. Et donc, on a rectifié ça, on est devenu un peu plus bas pour récupérer le ballon. Et là, je pense qu'on doit travailler sur surtout les attaques placées parce que quand on marque des buts comme ça, pour moi, personnellement, on doit travailler ça. On doit travailler l'attaque placée parce que quand on mène au score, on doit garder le ballon même dans notre camp ou idéalement dans le cas adverse. Mais c'est ça, je pense qu'il nous manque un peu les derniers mois.
Mais la période, travailler un peu les attaques placées. La période où l'équipe prend beaucoup de buts, c'est aussi des matchs erreurs de jeunesse, puisque l'équipe est très très jeune. Tu es le seul joueur qui a plus de 30 ans, avec Tousgar qui a 30 ans tout juste. Et pour les autres, on le voit, hein, c'est très très jeune, à part Martin ou encore Béranguet qui approche des 30 ans. Pour les autres, on est plus entre 18 et 25 ans. Peut-être que ça peut expliquer ça aussi. C'est des matchs qu'on prend un manque d'expérience. Voilà, c'est des erreurs de jeunesse et il faut en passer par là. Et aujourd'hui, ils ont appris avec ces matchs. En plus, en encadrant avec des joueurs comme toi, ça permet aussi de solidifier tout ça. Oui, pas forcément ça, mais bon, le truc, c'est que tu peux avoir une maturité tactique même à 20 ans si tu es vraiment intelligent dans le jeu. En fait, il suffit de lire les jeux, ça prend pas l'âge. Après, c'est une question d'intelligence. Si à un moment donné, peut-être à 3 contre 4, il faut reculer d'abord, il faut pas avancer. C'est des trucs tactiques à la base, mais bon, après, moi, je pense collectivement, sur les 3 derniers matchs, on était un peu plus bas par rapport à les matchs précédents, donc ça nous permet d'avoir cette solidité et surtout, il faut souligner la grosse performance de Maxence, parce que sans lui, je pense, peut-être les matchs gagnés, on peut faire match nul. Mais bon, après, on a eu aussi cette confiance de Maxence Prévost et ça nous permet d'avoir les 3 victoires. Il a fait 2 clean sheets et malheureusement il a empêché le but contre New York, mais il a fait un très 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 bon match sur les 3 derniers matchs. Ouais, c'est ça, hein, il a fait une belle claquette à la 90e minute qui aurait pu valoir l'égalisation et c'est bien de le souligner. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on l'a souligné dans l'émission, mais voilà, il a souvent été décrié, c'est vrai, on le voit un peu partout, mais en tout cas, il a fait un excellent match et il commence à s'affirmer. C'est ça aussi, c'est des jeunes aussi également. Il a que 20 ans, hein, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on le voit Prévost. Il a que 20 ans, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Après, moi, je pense l'année dernière, il n'était pas tout prêt de débuter parce que à la base, il doit être, deuxième ou troisième gardien. Du coup, il y avait cette grosse blessure de Olive. Du coup, il était obligé d'être numéro 1. Bien sûr. Et c'était après un gardien, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut être prêt. Là, cette année, je pense que cette année, il était parti pour numéro 1, donc il était prêt. Oui. Il était prêt mentalement, donc ça change beaucoup de choses. Après, il a le talent. Hein. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. On a confiance en Maxence. La preuve, c'est qu'il a sorti des arrêts qu'il faut. Oui, c'est ça. Faut qu'il s'affirme. Il faut jouer des matchs et en jouer un paquet pour justement accumuler de l'expérience. Hein. À 20 ans, on n'a pas l'expérience. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Alors, Faneva, à titre personnel, ça doit faire plaisir de retrouver le chemin des filets. Bon, ton but maintenant, c'est de rattraper Florian Martin en tête du classement des buteurs. Oui, après, c'est vrai que ça me fait plaisir quand même de marquer cette première but, même si peut-être un peu plus tôt, peut-être, je dois marquer aussi, notamment au Havre, où j'ai pu aussi tirer les pénaltys que j'ai obtenus, sachant que j'ai obtenu 2 pénaltys depuis le début de saison. C'est vrai. Mais bon, c'est pas ma façon de tirer comme ça. J'ai obtenu des pénaltys de tirer, mais bon, moi je pense que c'est bien pour le groupe si j'obtiens des pénaltys et c'est les autres qui tirent, mais je peux le faire aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est l'essentiel, c'est que apporter mon petite expérience au groupe et même si c'était un peu difficile au début de saison, mais je reste fort mentalement, tout ce qui s'y est passé. Mais bon, écoute, j'aurais pu peut-être marquer un peu plus, mais bon, ça va venir avec le confiance. C'est vrai que j'ai tout le temps des occasions à chaque fois que je joue, mais c'est important d'avoir cette confiance et surtout, moi, je pense qu'il faut que je joue plus relâché encore par rapport aux matchs précédents. Oui, c'est ça aussi, tu l'as souligné. C'est vrai que Sochaux se crée toujours des occasions et ça, c'est quand même intéressant. Oui, pour nous, les attaquants, c'est d'abord créer des occasions. Oui. Après, de le mettre au fond, c'est autre histoire, mais d'abord, il faut créer des occasions. Le mettre à fond, après, c'est une question de confiance. C'est un dernier geste bien relâché. Souvent, les buts, c'est ça. Surtout nous, les attaquants, on doit jouer tout le temps en une touche. Donc, si t'es pas relâché, si t'es pas en confiance, c'est difficile de faire les bons gestes. Et un attaquant, il a besoin de ça. Et moi, j'espère que
que le but que j'ai marqué ce week-end me permet d'avoir cette confiance que j'ai toujours en moi, mais bon, peut-être c'était un peu... j'étais aussi sur le fil parce que j'étais parti pour 3, 4e attaquant, donc c'était pas facile pour moi. Mais bon, moi je suis costaud mentalement et je dois montrer tous les jours ça. Alors c'est vrai que tu en parles justement, on sait que tu aurais pu partir à la fin des transferts cet été. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ce qui s'est passé durant cette intersaison et puis où en est ta situation contractuelle justement avec Sochaux? On a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent ça également sur la page Facebook. Oui, non, ça c'était une longue histoire. Hein. Oui. Mais bon, moi je pense, est-ce que c'est bien de revenir sur cette période-là? Moi je pense que c'est pas le moment, mais c'était très très longue histoire. C'est Oui. à la base, peut-être, je vais dire un petit mot. L'histoire, à la base, je voulais rester à Sochaux. Hein. Voilà. Moi, c'est important de le préciser. Dès le mois de mai, j'ai eu une discussion avec le propriétaire du club, M. Lee, oui. et les directeurs du club. Et on avait une discussion comme quoi je dois rester au club et je dois avoir ma prolongation. C'était ça. Et donc, moi, j'étais resté sur ça. Mais bon, après, tout ce qui s'est passé... le problème, c'est qu'au début de saison, moi aussi, on m'a fait jouer milieu gauche, donc c'est pas ma place. Donc, pour moi, c'est manque de confiance. Donc, je ne peux pas passer de meilleur buteur du club à passer l'année d'après en milieu gauche. Donc, pour moi, c'est un changement de statut. Donc, pour moi, c'est manque de confiance. Donc, pour moi, c'est une porte de sortie. C'est ça. 14 buts en Ligue 2 l'an dernier. Hein. Oui, 14. Préciser, hein, c'est quand même bien. Hein. Ah bah, c'est important. C'est important. En fait, c'était ça l'histoire. C'est que moi, j'ai marqué 14 buts, 15 buts l'année dernière avec Sochaux. Tu étais légitime. Et du coup, au début de saison, je me trouve milieu gauche. Donc, pour moi, j'ai essayé de parler quand même, mais ça n'a pas changé parce que si vous avez bien suivi tous les matchs de préparation, j'ai joué à gauche. Oui. Je n'ai pas joué dans l'axe. C'est vrai. Et même à l'entraînement, je ne joue pas dans l'axe. Donc, pour moi, c'est un manque de confiance. Donc, pour moi, c'est une sortie, c'est une porte de sortie, ma meilleure solution. Après, ce n'était pas fait parce qu'il y a plein de raisons. Je ne vais pas revenir dans cette histoire aussi, mais bon, j'ai quand même contact en Ligue 1 l'année dernière, mais bon, je ne vais pas revenir dans cette histoire, je vous dis, mais c'est juste ça, en fait. Moi, à la base, je voulais rester à Sochaux. On m'a accordé une prolongation, mais qui n'était pas j'ai pas eu de retour. Ouais. Et sportivement, je joue à gauche, donc j'ai demandé à partir. Alors, c'est vrai, comme tu l'as précisé pendant les matchs amicaux, et en plus, tu t'es blessé face à Strasbourg en match amical. Oui, tout à fait ça. C'est la première fois que je jouais dans l'axe, mais malheureusement, au bout d'une minute, j'ai eu cette petite blessure qui m'a fait manquer 3 matchs, 4 matchs, je crois. Ça peut être dû aussi à la confiance, ça peut jouer aussi dans les têtes. Une blessure comme ça peut... Justement, parce qu'on se sent peut-être un peu moins... Aussi, parce que moi, dans toutes mes saisons précédentes, moi, je me fixe bien où je vais aller, où je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que j'ai approché les dirigeants dès le mois de mai pour savoir leur position. Normal, quoi. Par rapport à mes débuts de saison, parce que pour moi, les débuts de saison, c'est toujours important, parce que c'est là que je enclenche mes buts. Et cette année, ce n'était pas le cas, parce que ma situation, ce n'était pas clair, donc ça joue beaucoup aussi dans la tête. Hein. Oui, bien sûr. Si je veux partir, je ne sais pas, je vais rester. Donc, c'était ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de joueurs. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Ma vie ne s'arrête pas là. Ma vie ne s'arrête pas à Sochaux. Oui. Si je reste pas à Sochaux, ma vie de footballeur continue encore peut-être ailleurs. Bien sûr. On ne sait pas c'est où. Mais moi, je suis costaud et je sais que je suis en fin de contrat en juin. Donc, moi, je donne tout pour le club. Pour le club qui me paye quand même. Il faut que je donne tout. Et j'ai rien lâché. La preuve, c'est que là, sur les 3 derniers matchs, j'ai pu jouer 3 matchs d'affilée, marquer un but. Donc, moi, je suis là. Je donne tout et tout ce que je peux faire. Bah oui, c'est important de marquer des buts également.
Alors c'est vrai qu'il faut, voilà, pour continuer, parce que on a engagé une série, maintenant il faut la continuer du côté d'Orléans, qui est juste derrière le FCSM pour le moment, et qui vient d'aller battre Brest. Ça va être aussi encore un gros match. Quels vont être les ingrédients justement à mettre en place pour essayer de faire quelque chose du côté d'Orléans? Ouais, Orléans, c'est une très bonne équipe de Ligue 2. Oui. Moi, j'ai trouvé quelques matchs au début de saison avec des recrutements intéressants parce que c'est des mecs spécialistes de la Ligue 2. Donc, c'est un match très compliqué. En plus, à Orléans. Oui. Donc, c'est à nous d'être costauds. Il faut trouver les bases qu'on a eues sur les 3 matchs. Il faut être costaud, il ne faut pas prendre des buts. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a tout le temps des occasions, on a des bons attaquants devant. Il y a Yakou, il y a Johan, il y a Aldo, il y a Axel, il y a beaucoup de monde. Donc, on a tout le temps des occasions pendant les matchs. Et c'est à nous les attaquants, c'est notre boulot de marquer des buts. Mais d'abord, il faut être costaud, surtout à Orléans, ne pas prendre des buts. Et s'il y a un point, on prend, mais si on peut ramener les 3 points à Sochaux, c'est parfait. Mais bon, ça va être un match très difficile, mais il faut rester costaud. Alors la philosophie du moment, c'est quoi? C'est justement, il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et ne pas penser au classement. C'est ça qu'il faut faire? Bien sûr que c'est ça, parce que la preuve, il y a un mois, on était au fond de trou. Oui. Et un mois après, on ne peut pas dire qu'on était sorti. C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il reste, je sais pas, 6 matchs. Oui. 6 matchs ça avant la trêve. Oui. Et donc, sur les 6 matchs, surtout pour moi, de gagner à domicile. Surtout d'abord gagner à domicile, c'est important. C'est important pour une équipe de commencer une série positive à domicile. Pour moi, c'est ça la clé. Et après, à l'extérieur, si on peut gratter des points à gauche, à droite, on fait. Mais pour moi, sur les 6 matchs, il faut gagner tous les matchs à domicile. On fait les points après à la trêve où on est mathématiquement et on verra. Alors moi, c'est vrai qu'à la fin de cette rencontre, j'ai vu des joueurs sochaliens qui se jetaient dans les bras les uns des autres. Et j'ai senti, je sais pas, un groupe qui était en train vraiment de se souder et surtout une belle communion aussi avec le public, avec les supportrices et supporters. Tu as ressenti ça aussi? Ouais, j'ai ressenti ça parce que on était tous contents quand Aldo il a marqué parce que lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas débuté un match, donc on était tous contents de lui. Et la preuve, c'est que quand il a marqué, tout le monde était sur lui. Et pour le mien aussi, je pense. Oui, bien sûr. Moi, j'étais content quand j'ai marqué parce que moi aussi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas marqué à Sochaux. Donc, c'était mon dernier but officiel, c'était avec la sélection, c'était au Soudan le mois de juin. Donc, moi, ça fait 3 mois que je n'ai pas marqué. Et tout le monde était content et c'est pour ça qu'on a fêté ensemble sur les bancs de touche parce que les mecs ils étaient contents. Donc, c'était ça. Mais ça sent qu'on a quand même on a une très bonne groupe, ça vit bien. Mais de toute façon, les groupes, le vestiaire, il se construit dans des victoires, pas dans les défaites. Oui. Et c'est ça, je pense, l'essentiel, c'est qu'on construit une groupe sur des victoires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il ne faut pas que cette série s'arrête. Mais il faut tenir le plus longtemps possible. Et c'est surtout pour moi, c'est de mettre à domicile, à Bonal. Et j'espère qu'on va avoir encore des ambiances comme ça pendant tous les matchs à domicile parce que c'est important de jouer à domicile et que tu sens que le public est derrière toi. Ça, c'est vrai. Et moi, je pense que le public à Sochaux, il peut même faire encore. Mais bon, j'espère qu'ils vont animer un peu plus et surtout encore plus. Et nous aussi, d'essayer de donner encore plus de joie, plus de spectacle pour eux. Oui, c'est vrai, parce que même lors du 6-5 contre Ajaccio, on sait tout ce qui s'est passé dans cette rencontre, le scénario. Le public a quand même poussé et encouragé jusqu'à la fin, et ça, c'est quand même un signe. Oui, tout à fait ça, oui, c'est ça, parce que moi, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce ferveur public, et c'est surtout, on a besoin de ça. Moi, je pense c'est pour gagner des matchs, parce que la preuve... c'est que Niort, il a marqué, nous tout de suite, 30 secondes après, on a marqué. Donc,
On a cette confiance-là et il faut garder ça. Il faut garder ça. Et moi, j'espère que le public il va nous aider cette saison. Et j'espère aussi qu'on est à la hauteur. Oui, il sera au rendez-vous, le public, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Elad Djiba, qui est un élément quand même important au milieu de terrain? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va bientôt reprendre? Oui, ouais, Elad, c'est un élément très très important sur notre système de jeu parce qu'on a un système de jeu particulier. Oui. Et Elad, il a cette maturité tactique pour le système de jeu qu'on joue. Donc, c'est un mec très, très important. Oui. Il va mieux. Moi, je pense qu'on va retrouver Elad bientôt, d'ici 2 semaines, peut-être en Coupe de France. Oui. On va retrouver Elad et j'espère qu'il va rester avec nous jusqu'à la fin de saison. Eh ben, on souhaite le revoir très bientôt sur les terrains. Allez, un petit mot cette fois-ci sur la CAN 2019. On est obligé d'en parler un petit peu quand même. Parce que Madagascar a quand même... Oui, bien sûr. A quand même fait... Bien sûr, on était bien parti en mois de juin, je pense, avec la sélection. C'est vrai qu'il reste encore 5 matchs, mais on est premier ex-aequo avec le Sénégal aujourd'hui. Oui. Donc, il nous reste 5 matchs, 3 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Et on a pu aussi ramener quelques joueurs qui jouent en Ligue 2, comme Marco, qui était à Sochaux l'année dernière. Oui. Il y a aussi Jérôme Montbrice, il y a Thomas Fontaine de Clermont, il y a aussi quelques joueurs à Créteil. Marco Ilamaritra a rejoint la sélection, c'est ça? Oui, Marco Ilamaritra, il va nous rejoindre, le 11 novembre aussi à Paris. Donc, on a quand même pris quelques éléments importants. Oui. Donc, on est mieux armé que les années précédentes maintenant. Donc, nous, on va essayer de gagner à domicile, les 3 matchs à domicile qui nous amènent au Cameroun en 2019. Donc, on croise les doigts. On va essayer de bien former aussi cette petite groupe parce que pour moi, c'est quand même une petite groupe de qualité. Oui. Et notre objectif, c'est que gagner à domicile, les 3 matchs à domicile, pour nous ramener au Cameroun. Alors après, c'est vrai que dans ce groupe, il y a le Sénégal. Bon, le Sénégal, on sait ce que c'est comme équipe, c'est une très belle équipe. Il y a le Soudan également, la Guinée équatoriale. Comment tu juges justement ces 3 équipes? C'est vrai que sur Madagascar, le petit poussé dans le groupe. Après, le foot, c'est comme en Coupe de France. Nous, on joue en match de Coupe de France, on joue contre le Sénégal, on ne joue pas un championnat. Oui. Donc, sur un match, tout est possible, même si ils sont quand même très, très supérieurs par rapport à nous. Après, nous, on va jouer sur cette petit truc-là. On va jouer devant notre public. Donc, on a déjà joué contre eux il y a 2 ans. On a fait 2-2. Et donc, moi, je pense que le Sénégal aussi va être prêt. Mais nous, on va essayer de donner tout ce qu'on a, et surtout devant le public, et surtout cette victoire peut-être qui nous ramène sur cette qualification historique pour notre pays, parce qu'on n'a jamais été à la CAN. C'est vrai. Et nous, notre objectif, c'est gagner 2 fois à domicile ou 3 fois à domicile. Ça nous permet d'être qualifiés. Et cet objectif-là qu'on voulait atteindre, mais bon, ça va pas être facile pour nous, mais... c'est vrai qu'on a gagné au Soudan, mais c'est un match difficile aussi. Oui. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire à domicile, je pense. Comme ça notre destin, il est avec nous. Notre destin est avec nous parce qu'on a quand même 3 matchs à domicile. Donc, si on gagne les 3 matchs, il n'y a pas de souci, on peut aller à la CAN. Alors, c'est vrai qu'il y aura un prochain match le samedi 11 novembre contre les Comores, c'est ça, du côté de Saint-Leu en région parisienne, où tu es sélectionné? Oui, tout à fait ça. Oui, tout à fait ça. C'est le dernier match de préparation pour cette fameux match contre Sénégal en mars. Donc, tout le monde a répondu la convocation du coach. Donc, on est au grand complet. Et surtout, un petit derby de l'océan Indien. Parce que c'est notre cousin comorin qui ils ont une très belle équipe, donc ça va être une bonne opposition, et c'est surtout pour nous juger un peu par rapport à notre forme actuelle et par rapport à les nouveaux joueurs aussi. C'est important, je pense, de se voir un peu avant le grand rendez-vous en mois de mars. Eh ben, on l'espère en tout cas pour cette équipe de Madagascar, et on espère qu'en fin de saison, le club sochalien te prolongera. Bon, c'est pas moi qui ai le contrat ni le stylo, sinon j'aurais déjà signé, mais bon,
C'est pas moi qui le contrat, en tout cas, on espère. Non, la question, je pense que c'est pas maintenant. On verra ça tranquillement. Oui. Non, l'important, je pense, c'est continuer sur cette série-là. On verra ça après. Mais bon, mon boulot, c'est que j'ai un contrat. Oui. Donc, j'ai un travail et je dois travailler pour mon employeur et tout donner. Bien sûr. Et après, on verra. Mais bon, c'est ce que je vous avais dit. Écoute, c'est comme dans tous les clubs. Il y a des fins de contrat. Il y a les mecs qui vont il y a les mecs qui vont partir. Après, oui, c'est le football. C'est la vie. C'est le football. C'est la vie d'un footballeur. Mais bon, écoute, même si je voulais pas te retrouver dans cette situation-là, mais bon, c'est comme ça. Et on doit faire avec, mais bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi particulièrement. Je dois continuer mon travail, je dois me battre. Je suis fort mentalement et je dois me battre tous les jours pour une place de titulaire. Parce que tous les jours, je pense, je vais jouer titulaire. Bien sûr, c'est la concurrence. Je suis un compétiteur, donc moi, tous les jours, je me bats pour ma place, même si c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, le foot, et je dois assumer ça. C'est ça, c'est la concurrence. C'est la concurrence. C'est ça, c'est la concurrence. Ouais, de toute façon, dans tous les clubs, il y a des concurrences. Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu des Frédéric Piquion, il y a beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est le meilleur qui joue et c'est surtout qui est fort mentalement qui va remporter. Oui, c'est mais bon, ça. de toute façon, c'est une concurrence saine, je pense, au club et j'espère que la concurrence elle est tout le temps comme ça et surtout pour avancer le club. Oui, c'est ça. C'est dans les têtes. Faut pas lâcher. Donc Faneva, il va marquer ce vendredi contre Orléans. Allez, je prends le pari. On croise les doigts, mais bon, j'espère bien, mais on croise les doigts, ça va pas être facile. Mais moi aussi, même si un pass décisif, je prends, il n'y a pas de souci. Oui, bon, bien sûr. On verra ça. J'espère qu'on va pas prendre le but là-bas. Et si on ne prend pas le but là-bas, on pourra gagner ce match. Mais bon, déjà, il faut bien défendre. Oui. Après, on va avoir des occasions. Oui, bien sûr. Je suis sûr. C'est sûr. Merci en tout cas, Faneva. On te remercie infiniment d'être intervenu ce soir. Et puis on se revoit très bientôt. Oui, il n'y a pas de souci. Écoute, je vous remercie aussi. Et donc, écoute, le prochain rendez-vous à Bonal, je pense, c'est un peu plus de 2 semaines, 3 semaines. Donc, écoute, contre Nîmes. J'espère que... Oui, contre Nîmes. En plus, c'est une très belle équipe de Nîmes. Donc, écoute, on vous donne rendez-vous contre Nîmes et j'espère que Bonal sera en feu et qu'on est à la hauteur. Et que le lion... fermera, comme on dit, le clapet du crocodile. Ouais, on espère tout ça. J'espère que le public sera présent. Et oui, on espère aussi. On va donner de bons spectacles au public. C'est le 17 novembre. Hein. C'est ça. 17 novembre à 20h, ça sera un vendredi. Ouais, c'est ça. Tout le monde va pousser pour justement que le ballon rentre dans le but adverse. Bah oui, bien sûr. Merci Faneva, on te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Eh bien oui, on était avec l'attaquant du FC Sochaux, Faneva Andriatsima, qu'on remercie beaucoup parce qu'on est resté un petit moment, mais c'est toujours très sympathique. On apprend beaucoup de choses avec Faneva. Alors, on en était où? Parce que on a fait un intermède. Ah, on a Alexis. Oui, on va appeler Alexis parce que on va peut-être passer on avait le son de Peter Zedler avec Orléans et je te donne ça. Oui, alors il ne faut pas trop parler classement maintenant, il ne faut pas trop parler série. Là, on est, je crois, au moment, en première moitié du classement, c'est pas mal, mais concentrons-nous sur le jeu. On a un match très intéressant à Orléans, je crois qu'ils ont de nouveau gagné ce soir, alors comme ça... oui, alors non, pas trop classement, pas trop série, pas trop... monter ou des trucs comme ça c'est non, vraiment pas. Alors vivons au présent et c'est quand même, ça fait plaisir voir ce stade comme ça, voir des victoires du FC Sochaux, ça c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça que ce métier c'est le plus beau s'il n'y avait pas les matchs. non, c'est très bien, c'est très bien ce soir. Oui. On a vu nos principes, alors comme on a joué en première mi-temps, on va pas s'enflammer. Alors là, il faut vraiment rester les pieds sur terre. On a battu Niort, on veut garder, ça c'est maintenant notre niveau. Il faut qu'on continue avec ce niveau. Mais après tout ce qu'on a vécu,
Alors là, c'est quand même peut-être la dernière fois que je pars de Châteauroux, tout ce qu'on a vécu ici, c'est quand même pas si mal que ça de revenir après ces 4 matchs d'affilée. Alors rester soudés, comme on a toujours dit, alors retrouver les principes, jouer comme ça et battre Niort, qui a vraiment une bonne équipe. Ben oui, rester soudés, comme Sochaux l'a fait contre Niort, comme le disait Stéphane Vandriatsima à l'instant. Enfin, à l'instant, là, c'était Peter Zedler. Juste avant lui, Stéphane Vandriatsima. Et on espère une victoire sochalienne. Allez, on va passer à Alexis de Freitas. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Bon, désolé, on est un petit peu à la bourre ce soir, parce qu'on a eu une longue discussion avec Stéphane Vandriatsima qui était très intéressante. Donc on va parler justement de la réserve du FCSM, parce qu'il n'y avait que ce match au programme. Alors c'est vrai que, comme je dis, dans le seul match au programme chez les jeunes, la réserve du FCSM recevait samedi celle du DFCO, qui est en première position pour le moment, dans le cadre de la 8e journée nationale 3. Comment s'est terminée cette rencontre entre les deux leaders du groupe? À noter que cette équipe dijonnaise est quand même impressionnante depuis le début de saison. Ouais, comme tu l'as dit, on jouait à une équipe dijonnaise qui avait une série impressionnante avec 7 victoires en 7 matchs et 26 buts inscrits. Nous, tout d'abord, on a aligné un 4-2-3-1, donc le schéma habituel de Omarda. Quelques changements dans le 11 avec Ziggy qui connaissait sa première titularisation dans ce championnat, puisque habituellement c'est au ballon le portier sochalien. La défense composée de Mbakata latéral droit, Senadji défenseur central, ça ne change pas. Fenzemba était le défenseur central gauche. Il remplaçait Patrick Cap, suspendu pour ce match après 3 cartons jaunes. Et Pendant était le latéral gauche de cette équipe. Au milieu de profils défensifs avec les habituels Rosier à droite et Martin François, capitaine à gauche. Devant eux, une ligne à 3 avec Bagayoko. Donc Bagayoko qui était venu renforcer l'attaque sochalienne et qui était redescendu des pros. Donc il jouait ailier droit pour sa première titularisation chez nous. Atsas évoluait en 10, tandis que Makalou se positionnait sur le côté gauche. Et là, se mettait donc seul en pointe, comme à l'habitude. Une première période qui voit le DFCO dominer pendant les 25 premières minutes. Ils vont d'ailleurs se créer la première situation du match sur une mauvaise transmission à l'arrière de la défense sochalienne. Abdel Djelil qui a failli ouvrir le score. Un début de match également compliqué pour les Sochaliens avec un coup dur, la blessure à la malléole, donc cheville gauche pour Bagayoko, hélas, qui est sorti sur civière au bout de 10 minutes de jeu seulement. Donc on n'avait pas exactement, nous on a eu ce que je vous ai dit, quelques petits renseignements, on va dire en live du match, mais on n'avait pas les radios pour nous permettre de savoir exactement la gravité et la durée de la blessure d'Axel Bagayoko. Mais c'est un coup dur puisque c'est un joueur qui justement venait nous aider dans ce match, venait nous renforcer et ça lui permettait de trouver du temps de jeu et de se relancer un peu pour espérer avoir plus de temps de jeu en pro. Et c'est vrai que c'est une grosse blessure sur un si peu de temps de jeu, donc on lui souhaite un bon rétablissement en attendant d'avoir les examens finaux. Et donc après ce début intéressant du DFCO, c'est Sochaux qui va reprendre le match en main et être le plus dangereux à nouveau sur cette fin de période, puisqu'ils vont toucher le poteau, notamment à 2 minutes de la fin, un corner et une tête de Rosier où le portier dijonnais semblait battu. Mais à la mi-temps, un match serré où chaque équipe a eu sa période de temps fort et on en est à 0-0. Une deuxième période où Sochaux va globalement dominer l'ensemble, j'ai envie de dire, bien que ce soit Dijon qui va solliciter en premier Ziggy avec Boussaïd, avant que Makalou ne réponde à cette situation côté sochalien. Dijon va à nouveau trouver Ziggy qui va être très vigilant malgré le peu d'occasions dans cette partie, des deux côtés d'ailleurs. Peu de situations franches malgré un bon rythme, avec Abdel Djelil qui a fait un bon match côté Dijon, qui va donc solliciter à nouveau Ziggy. Malgré cette domination sochalienne, avec une grosse demi-heure dans cette deuxième période sur la fin de partie, avec notamment un Brian Laff très intéressant, on va pas réussir à forcer la décision et on va être contraint de concéder le match nul 0-0 sur notre terrain contre cette belle équipe du DFCO. Un point qui stoppe donc l'impressionnante série du DFCO, on en a parlé tout à l'heure, mais qui nous fait perdre une place au classement puisque Pontarlier a gagné et compte maintenant 2 points d'avance sur nous. On est donc 3e et toujours à 6 points de notre adversaire du jour, Dijon. Donc c'est un bon point parce qu'on a stoppé la série de Dijon qui n'avait pas connu ni match nul ni défaite. Oui, c'est vrai. Mais d'un côté, c'est vrai que oui, on reste à distance du DFCO qui a 6 points d'avance sur nous, bien qu'on ait un match de moins sur eux. Donc c'est vrai qu'on peut revenir à 3 points si on gagne notre match parce qu'on était exempt à la 5e journée, je crois. Donc on a un match à sur eux, donc on peut revenir. Mais c'est vrai que oui, d'un côté, ils gardent de la distance sur nous, quoi. Donc c'est le petit regret qu'on peut avoir.
Bah oui, c'est vrai que Pontarlier a battu le Racing Besançon 2-1, alors que le Racing menait 1-0, mais ils ont marqué à la 88e et 90e les hommes de Jean-Luc Courtet. On va voir ça justement, on va en parler avec Fred juste après. Merci beaucoup Alexis, on te souhaite une bonne semaine et puis on se dit à lundi prochain. Ça marche, bonne semaine, à lundi prochain. Un peu plus tôt, hein, on espère. Allez, merci Alexis. Et bien justement, on va appeler Monsieur Fred Fitch qui doit lui trépigner d'impatience derrière son téléphone. Parce Il me manque ce soir. Il a préparé, oui c'est sûr parce il est préposé d'habitude au téléphone, c'est son job, mais il est en vacances du côté de la Haute-Savoie dans le chalet de Pascal Duprat. Il est en location pour le moment. Il lui a laissé son chalet, un beau chalet. Non, je plaisante bien évidemment. Mais il est bien du côté de la Haute-Savoie et j'espère qu'il a préparé son petit billet justement pour nous donner les infos en football de ce qui s'est passé en National 3. Moi, je vous donnerai les résultats de handball. On écoutera d'ailleurs Raphaël Tervel après la défaite 23-20 de l'ESB face à Fleury. C'était du côté du Palais des Sports ce vendredi soir. Et puis ensuite, on clôturera cette émission. Cette émission en espérant que Monsieur Fitch a bien travaillé ce week-end. On va voir ça tout de suite avec lui. Et je crois qu'il est là. Bonsoir Fred. Salut Fred, salut Seb. Bon, comment ça va du côté de la Haute-Savoie et du chalet de Pascal Duprat? Ça va, mais fraîchement, on va dire, parce qu'il fait il fait froid. Ah bah c'est normal, hein, c'est un peu la aussi, saison. hein. Oui, ici aussi il fait froid. Il fait froid. Bah oui, je sais. Bon, tu vas pouvoir te réchauffer justement en nous donnant les résultats de ce week-end en ce qui concerne National 2, National 3. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Allez, on t'écoute Fred. Bon, on va commencer par la National 2, avec la 9e journée dans le groupe B. Où l'ASM Belfort s'est lourdement incliné face à la réserve du PSG 3-1. Et Jura Sud qui s'est imposé face à Schiltigheim 2-1. Ça a été mitigé alors. Oui, c'est mitigé. Alors, au classement, c'est que Jura Sud est 7e avec 13 points. Et le Belfort est 8e avec 12 points. D'accord. Quant à la prochaine journée, elle aura lieu ce samedi. Avec Jura Sud qui se déplacera à la réserve de l'Olympique Lyonnais. Et la SM Belfort qui se déplacera à Villefranche-sur-Saône. On leur souhaite des victoires. Les deux matchs sont à 16h, entre parenthèses. D'accord. C'est bien de le préciser. Alors en National 3, c'est plutôt mitigé aussi au niveau des résultats, puisque l'EC Clemenceau a encaissé une nouvelle défaite face à Jura Dolois 4-3. Alors la réserve du CSM et celle de Dijon ont fait match nul 0-0. Oui, justement, on en parlait avec Alexis il y a même pas 30 secondes. Le Besançon Foot et Écuiseau ont fait match nul 0-0 aussi. Oui. Avec un carton rouge pour Guillaume Lafrance, entre parenthèses, du côté du Besançon Foot. Oui. Et puis dans le derby, le CA Pontarlier s'est imposé face au Racing 2-1, malgré que le Racing Besançon est marqué en premier. Oui, c'est ce que je disais. Oui, le Racing a encaissé 2 buts à la 88e et 90e minute de jeu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et quant à l'US Saint-Vite, ils n'ont pas joué puisqu'ils étaient exempts. Oui, ils étaient exempts, c'est vrai. C'est vrai. Alors, au classement, ce qui fait, c'est que la réserve de Dijon est toujours en tête. Deuxième, Pontarlier avec 18 points. La réserve du CSM est troisième avec 16 points. Jura Dolois et Besançon Foot sont cinquième avec 12 points. Le Racing est 7e avec 11 points. Avec un match en moins, il y en aura 2 avec celui de samedi prochain, puisqu'ils ne joueront pas. Oui, c'est vrai. L'US Saint-Vite est 10e avec 7 points. Et le SC Clemenceau, toujours bon dernier avec 1 point. Eh bien oui. Quant au week-end prochain, je rappelle que le Racing est exempt. Sachant que le match contre Avallon n'aura pas lieu mercredi, donc il a été reporté à une date ultérieure. On sait pourquoi? Non. Non, on ne sait pas exactement, non. Bon, on sait qu'il n'y a pas de lumière dans le stade, c'est ça, je crois. Apparemment, ils ont un problème de luminosité dans ce stade à Avallon, il me semble, c'est ça? Tout à fait. Donc ça se jouera sûrement un après-midi, un week-end ou un mercredi. Sans doute. Mais bon, il ne sera pas encore pour les médias, puisqu'il ne sera pas pour le week-end prochain, puisqu'Avallon jouera à Jura Dolois. FC Guignon recevra le FC Clemenceau.
La réserve de Dijon recevra Pontarlier. Les Savit recevra le Besançon Foot. Et le dernier match, ce sera le dimanche après-midi. Saint-Apollinaire recevra la réserve de Sochaux. D'accord. Eh ben, ça, on a un beau programme. Donc, autrement dit, tout le monde se déplace au niveau des clubs franc-comtois, quasiment. Quoi. Ben, il y aura que des déplacements. Par exemple, de Loire Eh ben, on espère qu'ils reviendront avec des victoires. C'est terminé pour ta chronique, Fred? Tu avais d'autres choses à dire ou Non, c'est tout à fait. Bah, non, écoute, c'est bon. merci. Moi, j'en reviendrai lundi prochain, de toute façon. Eh ben oui, on t'attend. Merci beaucoup en tout cas. Bah, Sébastien t'attend surtout parce que ça a sonné un peu ce soir. Et c'est vrai que... entendre à l'antenne en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas évident voilà, de prendre le téléphone. C'est un métier après, prendre le téléphone et puis toucher les boutons en même temps. Pense à prendre un pull parce qu'il commence à plus faire très chaud dans le studio non plus. Ah oui, c'est vrai. La facture n'a pas été payée depuis des semaines, je crois. Non, je plaisante, bien évidemment. Allez, merci Fred et puis on se retrouve lundi prochain. Il n'y a pas de souci. Allez, bon retour en Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, on va parler, dernier, on finit par le handball avec un match qui avait lieu ce vendredi, non, décidément, je veux que les matchs aient lieu le vendredi. Non, c'était ce samedi soir. Et c'était le SBF qui recevait Fleury. Alors après la défaite contre le promu Bourg de Péage 28-27, c'était mercredi dernier. On espérait une réaction des filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Et là, elles sont tombées sur une équipe de Fleury qui s'est imposée au Palais des Sports 23-20. On va écouter la réaction de Raphaël Tervel qui justement indique qu'il y a eu un problème, un manque de rythme justement et bien d'autres choses. Allez écouter la réaction. On est avec Raphaël Tervel après cette défaite face à Fleury 23-20, j'ai même du mal à le dire. Un match compliqué, je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir. Qu'est-ce qu'il a manqué justement à l'ESB ? Il a manqué un petit peu de tout partout, quoi. Justement, on fait pas un match catastrophique, mais il en manque, il en manque un peu partout pour pouvoir rivaliser. On a tombé sur une équipe de Fleury qui a très bien joué le coup au niveau du rythme, qui nous a vraiment endormis, qui a joué sur un faux rythme, qui a pris son temps. On a passé notre temps en défense. Et c'est clair que ça nous a perturbés, ça nous a endormis. Et puis on n'a pas été capable de mettre du rythme, justement, d'imposer notre rythme à nous. Et puis de s'en sortir comptablement. Donc c'est fait. Faut rebondir. Il reste 2 matchs de championnat avant la trêve. On va se remettre au boulot et puis on va essayer d'aller chercher les 3 prochains points, quoi. C'est vrai qu'il y avait la défaite ce mercredi face à Bourg de Péage. C'est dur les lendemains de Coupe d'Europe. Ouais, c'est clair que la décompression, on la paye cash sur cette semaine. On savait que ça allait être compliqué mentalement parce que c'est sûr que c'est physiquement aussi parce qu'on enchaîne un peu, mais c'est surtout mental, c'est surtout se reconcentrer, toujours enchaîner les matchs. Et c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude, on sait plus trop on sait pas trop comment le gérer, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage aussi. On continue d'apprendre et puis voilà, quoi. Justement, quelle est pas la recette, mais pour justement enlever cette décompression comme vous dites. La recette, la preuve, on l'a pas trouvée. On le savait, on a essayé. On n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait dire. On n'a pas réussi à trouver les mots. On n'a pas réussi à les remettre dans le droit chemin. Donc on prend aussi notre part de responsabilité. En tout cas, moi je la prends. C'est vrai que quand je vois l'équipe qui joue comme ça, je me dis qu'on n'a pas été nous aussi à la hauteur. Et puis on va essayer de trouver ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire pour débloquer le truc, quoi. Le prochain match, ce sera contre Dijon, justement ici, le 4 novembre. Ouais, un bon petit derby. Peut-être que justement il fallait ça pour nous relancer. Même si depuis quelques années ça a quand même un peu baissé en intensité, ce derby. Je pense que là il va valoir son pesant de cacahuètes, comme on dit. Faisons de cacahuètes, oui, face à Dijon. On espère en tout cas que vous serez nombreuses et nombreux au Palais des Sports. Ça sera ce samedi 4 novembre à partir de 20h. Donc venez encourager les filles de l'SBF qui sont actuellement au classement. Elles sont 8e avec 16 points. On espère une réaction justement face à Dijon et on est sûr qu'elles vont réagir.
Et aussi une autre chose, hein, vous savez que le SBF a battu Silkeborg en Coupe d'Europe et affrontera les Russes du handball club Lada lors du 3e tour de la Coupe d'Europe. Match aller en Russie le 11 novembre, match retour le samedi 18 novembre. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site officiel de l'ESBF. On espère en tout cas, ça va être un match très compliqué hein, face au club russe parce que le club russe est actuellement en tête. En fait, il y a deux planètes, on va dire, du handball mondial. C'est le Danemark et la Russie côté féminin. Et c'est vrai que cette équipe russe a de très bons résultats avec beaucoup de joueuses, carrément toutes les joueuses formées là-bas, formées en Russie. Elles sont pour le moment premières de leur championnat. Donc ça va être encore un gros match pour l'équipe de l'ESBF. Moi, j'ai un petit résultat sport mécanique. Vas-y. Vu qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, c'est peut-être passé un peu inaperçu. La France a remporté un 3e titre consécutif au Supermoto des Nations sur le circuit d'Alcaraz en Espagne. Et il y avait notamment 2 pilotes licenciés au motoclub de Villars-sous-Écot. Je sais que tu aimes bien les sports mécaniques également. Donc voilà, bravo à ces champions. Il y a Thomas Charrère, Sylvain Bidard. Et puis également le néo-calédonien Laurent Fatt. Voilà, faut pas oublier le 3e, c'est pas parce qu'il est franc-comtois qu'on le salue pas. Bien sûr, bien évidemment. Allez, juste pour revenir sur le handball, pour vous dire que le Grand Besançon du handball affrontera ce vendredi 3 novembre à partir de 20h15 au Palais des Sports l'US Créteil. Ça va être encore un gros morceau justement pour les hommes d'Alain Porte, mais on espère qu'ils vont s'imposer. Donc soyez nombreuses et nombreux. Et comme tu le disais justement, tu parlais des sports mécaniques et de la moto, et bien à Villars-sous-Écot, il paraît que dans les années qui viennent, on va avoir peut-être un circuit super motard. Enfin bref, il va y avoir un gros investissement de fait justement sur la piste et puis ses à côté. Donc c'est vrai que moi cet été, il y a peu de temps, je suis allé voir le Moto GP, donc MGP, oui c'est ça, Moto Grand Prix, voilà, motocross. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir les meilleurs pilotes mondiaux, hein, ils étaient tous réunis à cette occasion. Et de voir aussi les motos officielles et les motos non officielles, parce qu'il y a aussi les deux. Et en tout cas, on a passé un bon moment et on espère que dans la région, il y aura aussi un super motard et de grandes courses internationales. Car Villars-sous-Écot fait partie, je crois, des 3 circuits où on peut organiser, pas pour le super motard, hein, je parle pour le motocross, où on peut organiser des championnats internationaux. Et j'espère que dans le futur, il pourra avoir aussi des grands prix, enfin bref. Il y avait la finale du mondial féminin cette année. Oui, c'est vrai. C'est aussi. C'est quand même pas rien. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et bien voilà, on a terminé avec cette émission, avec tout ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Seb à toi, merci d'être venu. Merci Fred, et puis on se retrouvera dès la semaine prochaine. Oui, dès la semaine prochaine. Merci à Faneva Andreatsima, attaquant du FCSM, d'être intervenu également. Merci au service communication du FCSM. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment. En tout cas, on a passé un bon moment, avec du plaisir. Dans le sport, c'est ça le plus important, c'est prendre du plaisir. Et puis on vous retrouve à lundi prochain et surtout, allez Sochaux!